Bonsoir, merci à tous d'être parmi nous ce soir sur cette belle péniche. En plus, il fait beau, donc c'est plutôt chouette. Je suis Émilie Benoît-Vernet, je suis la directrice France de Shopify. Je voudrais remercier toute l'équipe du panier de nous avoir invités. Merci Laurent, ravi de participer à ce podcast. Ça fait des années que chez Shopify, et moi particulièrement, on écoute le podcast du panier. On a vu passer énormément d'e-commerçants dans tes épisodes raconter leur croissance, qui vient aussi un peu faire écho à notre croissance sur le marché français. Donc je suis ravie d'être là. En plus, bien entourée par 3 entrepreneurs commerce ou 3 e-commerçants avec des profils différents. Clara de la marque Isée, qui est une très belle marque avec une stratégie omnicanal poussée et qui a eu aussi l'ambition de passer sur une architecture headless avec Shopify, dont on pourra discuter un petit peu plus pendant cet épisode. Emilien de Kabaya. Donc Kabaya, ce sont ces sacs à dos. Une fois que vous les avez vus, vous les voyez partout, littéralement partout. Vous ne voyez plus que ça. Qui est une marque qui a énormément grandi ces dernières années, dont chez Shopify, on est particulièrement fiers et qu'on aime beaucoup. Et puis Pasquale, qui est là pour représenter Rémi Cointreau, une entreprise 3 fois centenaire, que beaucoup n'attendaient pas forcément sur un panel avec des e-commerçants utilisant Shopify, et qui pourtant a réussi, grâce à Shopify, à ouvrir de nouvelles routes digitales, de nouveaux terrains d'expansion, pour accompagner le B2C, mais pas que. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous, je suis incroyablement heureux d'être là ce soir avec vous pour une première. Alors un merci immense déjà à vous tous d'être venus ce soir et d'avoir répondu présent. Merci à ceux qui nous regarderont dans quelques jours, puisque l'événement est filmé puis sera retransmis sur Internet. Merci à Shopify et Orso Media de m'accompagner dans l'organisation de cet événement. Et puis surtout, merci à vous, parce que je pense qu'on va avoir une discussion qui est vraiment intéressante. Et je me réjouis. C'est le premier live du panier, donc soyez indulgents avec moi, mais ça va très bien se passer, on le sait. On a fait des petits déjeuners, on a fait des apéros alcoolisés, on a fait des apéros alcoolisés et enregistrés. C'était assez rigolo, l'apéro du panier. Mais c'est vrai que c'est un premier live. Et pourquoi est-ce qu'on fait un live ce soir ? Pour plein de raisons, mais il y en a 2 principales qui me viennent en tête. La première, c'est de se retrouver, de se rencontrer. J'ai déjà rencontré pas mal de personnes que je ne connaissais pas en attendant, et je trouve ça génial, et surtout un moment, un moment pour souffler dans cette période qui est pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, décisive, ce dernier quarter où tout peut se faire. Donc c'est intéressant de prendre 5 minutes pour souffler et trinquer ensemble. Mais surtout, pour aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément souvent dans le panier, avec des boîtes qui sont assez différentes, une legacy brand plusieurs fois centenaire, on l'a dit, un Kabaya qui est assez incroyable. Si vous l'avez écouté dans le panier, vous le savez que ça a commencé sur un pop-up dans un centre commercial il y a presque 10 ans, il y a 8 ans. 8 ans, ouais. Et Isée, qui réinvente à sa manière une marque de lingerie qui a un savoir-faire ancestral français aussi. Et donc, les sujets qu'on aimerait aborder ce soir, c'est un peu démystifier tout ce qui est sur votre route, qui l'a été, qui l'est actuellement ou qui le sera, si vous faites de la croissance, avec les pièges, les accélérations, les sujets qu'il faut préparer bien en avance et qu'il faut avoir en tête. On va parler de pas mal de choses. L'idée, c'est d'avoir une discussion qui est assez ouverte et un dialogue qui circule. J'aimerais commencer un peu par une présentation d'entre vous. On commencera par toi, Clara, mais sur ce sur quoi vous pouvez communiquer évidemment, mais en termes de chiffres, d'omnicanalité, pour un peu dresser la carte d'identité. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Il y aura des moments qui sont peut-être un peu techniques, mais on est aussi là pour ça. Et ça va être passionnant, je le sais. Bref, merci à tous d'être là, c'est très cool. Clara, je te passe la parole peut-être pour te présenter l'idée, et puis carte d'identité, on va dire, de l'entreprise. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Clara Gervais, je suis la DG d'Isée. Moi, chez Isée, pour me présenter très rapidement, mais j'ai toujours eu vraiment la casquette digital, business et pas mal aussi opération. Donc, du coup, ça fait sens avec tous les sujets dont on va se parler.
Et Isée, pour vous en dire quelques mots, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. C'est une marque qui a été fondée par Clara Blockman, et moi je co-dirige l'entreprise avec Clara depuis quasiment toujours. Et je dirais que Isée, c'est une marque où on est assez fan du temps long, donc on a vraiment mis 10 ans pour construire progressivement cette marque de lingerie, de bain, de prêt-à-porter, pour aussi prendre le temps de grandir de manière saine. On est très attaché à une croissance rentable sur le digital, puis sur le retail, je vais en reparler. Et donc, il y a un an, on s'est dit qu'on était prête, voilà, une fois que la marque avait 10 ans, pour vraiment accélérer. Et donc, on fait une très jolie année 2023. L'année 2023 nous permet de faire un chiffre d'affaires de autour de 15 millions d'euros, 16 millions d'euros, voilà, en tout cas, avec une part très forte sur le digital. 60% environ, c'est ça, donc presque 10 millions sur le digital. Exactement. Ça a été toujours notre cœur de métier, le digital. On a commencé par là, et on a aussi toujours été attaché à avoir une présence physique. On avait commencé avec les boutiques éphémères, et puis on a ouvert des boutiques un peu chaque année, enfin en tout cas doucement à partir de 2015. Et à la fin de l'année 2022, on avait, je crois, 7 boutiques, et cette année, on est en train d'en ouvrir 8, avec 4 boutiques là qui sont ouvertes en 4 semaines, donc en France, à Paris majoritairement, mais on a aussi Lille qui va ouvrir le mois prochain. Et donc voilà, on a une croissance retail, du coup évidemment, qui représente aujourd'hui une trentaine de % du chiffre d'affaires. Voilà. Et du coup, nous, on est sur Shopify depuis 2021, et j'en parlerai après, mais ça a été aussi un passage important, je dirais, justement pour cette stratégie d'avoir et le digital et le retail, et de proposer une expérience qui soit vraiment unifiée pour la cliente, et d'avoir aussi toute une structure IT qui soit robuste parce que simple. Voilà, donc j'en reparlerai. Cool, on y reviendra. C'est bien parce que ça tangue et on n'a pas encore bu. Ce que j'allais dire, j'ai le mal de mer, ça va être fun. Emilien dans les grandes lignes. Déjà, félicitations à Clara, c'est impressionnant, j'avais pas tous les chiffres, mais pas mal. Du coup, nous, moi, Emilien Foiret, donc 34 ans, cofondateur de Cabaya avec Bastien Valenzi et mon associé. Aujourd'hui, on est 90 joyeux lurons au bureau et à peu près 100 dans les boutiques. Cabaya, ça a commencé en 2016 avec une idée de créer une communauté autour des accessoires simples, ingénieux, durables et de qualité surtout. Nos premiers produits, c'était des bonnets à pompons interchangeables. Alors quand les gens nous connaissent maintenant, ils ont un peu de mal à l'imaginer, mais on en vend toujours, vous pouvez en voir sur le site. Donc un concept, le bar à bonnet. Ensuite, on a enchaîné sur des produits ingénieux et toujours durables. Donc des chaussettes imperdables, des tongs qui ont été un énorme fail, dont on a pas mal discuté avec Laurent déjà, mais qui nous ont permis derrière de sortir le sac à dos, et qui a été le produit qui nous a vraiment permis de bondir et aussi de nous internationaliser. Donc aujourd'hui, on est une marque plutôt orientée sac à dos, maroquinerie. Donc, je vous le disais, 90 personnes. On est depuis le début omnicanal. Donc depuis day one, on a à la fois du wholesale, du retail et du e-commerce. On est même plutôt retail native que omnicanal native, parce qu'on a notre premier point de vente, notre premier bonnet vendu, c'était sur un point de vente retail en pop-up à Vélizy 2. Et après, on a lancé tout de suite le wholesale et le e-commerce. Donc ce que je disais, nous, on a commencé sur un petit truc qui s'appelait Storefront, qui était vraiment pourri, et on était un des tout premiers Shopify France avec Merci Andy qui nous a convaincus de passer sur la solution. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous dis, on est à peu près, là sur l'exercice, on va à peu près faire 40-50% du chiffre en e-commerce au global, donc France et Inter, 40% en wholesale et le reste en retail. Là aujourd'hui, on a 25 boutiques, on en aura 10 de plus dans 3 mois. Et voilà, on est en train de quadriller la France, on commence à quadriller un peu la Belgique, et on espère ouvrir notre première boutique allemande en 2024. Du coup, c'est en cours de préparation, mais voilà. Et donc plein de beaux sujets sur la marque, les produits, l'expansion internationale, et Shopify, du coup, qu'on a utilisé sur quasi tous les canaux, sauf le wholesale, mais point of sale, e-commerce, et qu'on a suivi aussi dans son développement et dans notre développement. Voilà, donc on pourra en reparler. 60 millions l'année dernière, et là vous visez... Ouais, nous on clôture à juin, donc juin 2023 on a clôturé à 60, et là on vise 100 à juin 2024, avec on espère une grosse partie internationale. Donc, avec 40% en e-com. Avec 40% en e-com, ouais, okay. C'est ça, ouais. Okay. Et en direct au consumer sur Shopify. Ok. Pasquale. Bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Et on change un peu là, parce qu'on passe sur
voilà, grand groupe, on va dire. On n'est pas un grand groupe, on n'est pas non plus, on va dire qu'on est une grosse PME. Donc, du coup, Rémy Cointreau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe familial. On est présent dans le monde entier. On a un portefeuille de 14 marques, dont 13 des liqueurs et spirits, qui est le corps des métiers avec les cognacs, et une maison des parfums de luxe lancée l'année dernière, disponible sur Shopify. 1,5 milliard, on est à peu près 2000 collaborateurs dans le monde entier. On a une quinzaine de boutiques et une douzaine de boutiques équipées avec Shopify. Et au sein de mes équipes, on va s'occuper effectivement de la practice Shopify. Et les deux canaux principaux, l'e-com et le POS. Voilà. Donc une quinzaine de sites sur combien de pays servis? À peu près 5-6 pays. Ouais. Avec plusieurs environnements, et du coup ça fait quoi, 70, 80 sites? Ouais, donc du coup, effectivement, nous, c'est l'écosystème, on revient à la grosse PME, on va dire, à gérer avec un écosystème qui est conséquent, mais tu as bien parlé avant de dire voilà, ce qu'il faut identifier avec du temps pour éviter certains risques. Donc du coup, on a mis du temps à construire un corps modèle qu'aujourd'hui nous donne voilà, une flexibilité, une agilité totale grâce en partie à la solution Shopify, mais aussi à cet environnement corps modèle qu'on a construit qui effectivement nous permet de maintenir une soixantaine facilement d'environnements derrière. Ouais. Alors, multi-pays, multilangues. On a du japonais, anglais aussi, mais on a quand même un site édito au Japon, par exemple. Donc un mix de Shopify et d'édito sur quelle plateforme, du coup? Shopify. Shopify pour l'édito. On a lancé un premier test de Headless pour un événement qui vient d'être annoncé à Las Vegas pour la maison pour Louis XIII. La techno Shopify. Oui. Et on a fait voilà, pour la iPhone Headless, un questionnaire, un enregistrement, quelque chose simple. On avait envie de tester l'Headless fameux. On avait pure Shopify jusqu'à présent. Là, on a lancé un petit test sur l'Headless et je pense que ça ne s'arrête pas là. Ok, ça ressemble à quoi une équipe chez Rémy Cointreau qui gère une 70 sites sur 5 pays, sur 15 marques? C'est intéressant. Il n'est pas évident à gérer au quotidien, mais alors on a des équipes build, on a des équipes run, on a structuré important à faire la différence. On a commencé avec des équipes build, avec une agence qui nous accompagne, qui est l'agence Bizeo. Des équipes qui sont présentes worldwide. On a des équipes à Kazan, on a des équipes à Singapour, on a des équipes en France. Et on a un mix chez nous qui est un intégrateur qui est Visio, comme je vous disais, et on travaille aussi avec des freelances. Un freelance dans l'équipe qui nous permet voilà, mélanger voilà, la sécurité de gérer une quinzaine de boutiques, une quinzaine de sites en prod avec beaucoup de gens qui peuvent intervenir, mais aussi un peu d'agilité avec quelqu'un en in-house qui peut te sortir un site en une semaine et demie, un headless en 2 semaines, etc. Et ça représente combien de personnes en interne? En interne, on n'a pas de ressources en interne dédiées. Que de Shopify. Très bien. Je veux dire que j'ai un expert Shopify POS en interne. On en parlait tout à l'heure avec Clara. J'ai quelqu'un en interne qui effectivement connaît très bien Shopify POS, mais sinon on n'a pas de ressources en interne dédiées. On passe par ces freelances que j'ai décidé d'avoir une équipe mix pour piloter l'activité, build to run, mais sinon c'est l'agence. Ouais. Ok, et toi Emilien? Combien de personnes en interne? Ouais, et puis l'historique un peu, parce que Shopify tu peux l'installer tout seul au comme tout début j'ai été tout seul pendant 2 ans. Avec au bout d'1 an et demi quand même un freelance qui m'aidait sur les devs parce que je dev un tout petit peu mais pas du Shopify quoi. Donc on modifiait un bout de code HTML, CSS, ça va, mais ça s'arrête là. Et après donc freelance qui m'a les 2 premiers thèmes je les ai fait solo sur des thèmes de la boutique quoi, qui existaient donc à l'époque je sais plus comment ça s'appelait mais c'était début ou quelque chose comme ça. Qu'on a modifié un petit peu, changé les couleurs, etc. Derrière, donc freelance pour faire plutôt des grosses refontes. Après, j'ai pris une stagiaire que j'ai formée, qui est devenue ma première expo e-commerce. Et après, on a commencé à monter l'équipe avec Morgane, qui est arrivé pour encadrer 2 e-merchandisers, un CRO et une alternante qui nous aide sur le merchandising. Et après, on a une agence externe, 2 agences externes pour le dev
le run quoi, de day to day, une en France, une en Pologne, pour faire les petites modifications ou faire des grosses modifs quand il y en a. Quoi. Et quel a été le trigger entre le je peux plus le faire moi-même et dès que je voulais faire des trucs un peu trop complexes, on a toujours l'impression qu'un e-commerce est simple. Et une fois qu'on fait, la meilleure expérience, c'est quand on refait un e-commerce, souvent on se dit ah ça paraît simple, puis en fait il y a toujours un truc ah ouais mais la couleur elle doit dépendre de la taille et s'afficher dans l'ordre qu'il faut et le guide des tailles doit s'afficher que sur tel produit. Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait avec les conditions que ça s'affiche bien, que l'UX soit bonne et qu'en mobile ça passe, au bout d'un moment on se retrouve vite assez limité. Donc si c'est juste vendre un produit qui a pas de taille, pas de couleur, c'est assez simple. Par contre, dès qu'on commence à être des variations avec des matrices taille-couleur, des configurations, des choses comme ça, on se retrouve très vite limité. Et vu qu'on vend, nous, quand même de l'expérience, c'était hyper important d'avoir un site qui est à la hauteur de ça. Donc on a dû assez vite prendre des ressources externes là-dessus. En termes de chiffre d'affaires, à quel moment jusqu'à combien tu peux pousser je dirais que tout seul, j'ai dû faire jusqu'à 3,5 millions, un truc comme ça, sur la boîte globale. Et à partir de là, j'ai commencé à bosser avec un freelance. Et la première personne est arrivée, je crois, vers 5-6 millions, un truc comme ça. Et tu es capable de quantifier la dépense aujourd'hui, la dépense IT, la dépense dev? Si je prends les dernières factures, ça va faire quasi 100 000 euros par an de dev, un truc comme ça. 100 000 euros pour 40 millions. Ouais, c'est ça, grosso modo. Ok. Après, prévu en 2024 si. Voilà, auquel tu rajoutes frais ouais. Shopify, frais Stripe, frais PayPal, les apps, la totale quoi. Je voulais rajouter une chose. Vas-y. Parce qu'on parlait des équipes à Singapour, Casablanca. C'est une solution qui te permet aussi, et c'est du temps. Quand on posait la question, c'est vraiment du temps à dédier. J'ai un gars en interne que je te disais qu'il le fait presque tout seul. Quand vous rentrez dans des complexités à gérer, des factures, les variants par exemple, bon, là, effectivement, un coup de main est bienvenu. Mais sinon, tu peux faire plein de trucs. Partir en production, un nouvel post-POS. Nous, on en a sorti, c'était l'expérience qu'on a fait en festival, on a sorti une vingtaine de POS en 3 heures. On avait l'urgence, sur capacité, allez, on déploie. Et c'est une solution qui te permet aussi, si tu as du temps, sauf que on a des positions qui ne te permettent pas de dédier autant de temps. Mais on n'a pas besoin non plus d'avoir une équipe très large. Hein. Nous, parce qu'on a une complexité, effectivement, un volume d'environnement à gérer qui forcément te demande beaucoup de ressources. Sinon, tu peux partir tout seul tranquillement avec Shopify. Et toi, Clara, c'est quoi le setup de l'équipe? Alors l'équipe. Y a-t-il une équipe déjà? Une équipe digitale, oui, il y a. Moi, pour faire un peu d'historique aussi, j'avais démarré sur PrestaShop donc en 2013 et je suis restée sur PrestaShop jusqu'à 2020. Et honnêtement, j'ai géré moi-même. Courageux. Aussi. Voilà. J'étais un peu dans une impasse en 2020, mais donc j'ai géré franchement quasi seul le digital jusqu'à 2019, jusqu'à mon congé maternité. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai recruté à l'époque quelqu'un pour gérer l'e-shop. Et je suis passée sur Shopify du coup pendant la période Covid où j'ai vu cette porte d'entrée, le fait que les agences n'avaient pas beaucoup de travail et le fait que moi il fallait que je prenne une décision forte sur mon architecture IT parce que j'avais une échéance au bout, je devais changer de logisticien et je sentais qu'avec mon architecture PrestaShop, Odoo, bref, j'étais pas bien. Et donc j'ai repensé le fait d'avoir effectivement un Shopify, un ERP, donc j'ai NetSuite, et j'ai quelque chose de très très modulaire. Et c'est notamment permis par... en fait, j'ai fait tout de suite le choix de prendre Shopify Headless, c'était un peu plus coûteux, mais ça m'a permis par exemple... d'avoir un POS à l'époque qui n'était pas Shopify POS, mais j'avais vu que Shopify aux US avait Shopify POS. Donc je me suis dit, ok, attends un peu et prends quelque chose justement que tu peux brancher et débrancher facilement. Et voilà, et du coup, nous en 2023, on a déployé dès le début d'année, et je crois que ça a commencé fin 2022, mais Shopify POS dans l'intégralité de nos boutiques en quelques semaines aussi. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir tout ça très unifié. Il faut répondre à ta question sur l'équipe. Aujourd'hui, si on regarde juste l'e-shop, parce que c'est vrai qu'Isée a une forte dimension, je dirais, de diffusion de la marque, aussi en marketing, en CRM, et aussi en création de contenu, réseaux sociaux, photos, etc. Mais l'e-shop pur, honnêtement, c'est une personne et une alternante, donc une e-store manager et une alternante. Et c'est vrai aussi qu'on est vigilante sur la manière dont on pense notre back-office pour que ça soit le plus simple possible opérationnellement pour configurer les fiches produits, l'arborescence, etc. Donc on a toujours cette réflexion aussi pour pas que ça soit une usine à
gaz. Et ensuite, j'ai une personne qui va être plus chef de projet IT spécialisé Shopify. Mais je dirais que sur Shopify, justement, quand j'ai fait le choix de passer sur cette solution, ça a été aussi une rencontre avec mon agence. Et du coup, j'ai vraiment un partenariat très très fort avec une agence qui n'est que Shopify et avec qui, justement, j'ai imaginé, en tout cas, j'ai eu cette projection d'une archi IT très unifiée. Et c'était mon objectif de départ, unifier les ventes, unifier les clients, unifier les stocks. Et à l'époque, en 2020, moi, quand je parlais à d'autres marques qui ne sont pas forcément des marques de lingerie, mais justement des marques un peu des NVB qui étaient avec une dominante digitale, qui avaient quand même du retail, je me rendais compte qu'elles avaient des archis toutes dans la réalité assez cracra, que c'était une galère de réconcilier le retail, le digital, de faire du CRM, d'avoir des stocks, rien que des stocks unifiés. Et donc voilà, c'est là que je suis vraiment partie d'une feuille blanche et que je dirais que et ça ressemble à ce que tu dis, c'est-à-dire que Shopify, ça a été une base très importante et que je suis de près le développement de Shopify et j'essaie de coller à tout ce qui est lancé avec Shopify parce que je sais que c'est des solutions qui accompagnent des problématiques de stock, de clients, etc. Et que nous, on est très liés à ces points-là. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Déjà, merci de dire Shopify autant. On ne vous a pas demandé de dire Shopify autant. On est payé 10 €. Hein. C'est toi qui nous invites, à chaque fois. En fait, le parti pris de Shopify et la mission de Shopify, ça a toujours été que la technologie ne soit pas un frein dans le développement du commerce. Donc ça, c'est la mission de base et un petit peu l'ADN de Shopify. Ensuite, il y a un deuxième élément fort de Shopify qui est indépendant mais jamais seul. Donc indépendant parce que la particularité de Shopify, ça a permis à des e-commerçants de se développer sur un canal en direct où ils étaient en maîtrise de leur stratégie commerciale et où vous avez une remontée de leur data client, donc par opposition au modèle marketplace, mais aussi jamais seul. Parce que vous l'avez tous mentionné, que ce soit des freelances ou des centres un petit peu offshore ou alors des alternants qui démarrent sur Shopify et qui grandissent avec la solution ou des agences, vous avez aussi mentionné vos agences. L'écosystème de Shopify qui vient s'agréger autour de la solution, c'est ça qui fait la force du produit, parce qu'il y a aussi une limite à ce que vous allez trouver en natif. Donc vous avez l'App Store de Shopify, ça c'est un pendant, mais aussi les prestataires de services. Dans le monde, il y a 42 000 partenaires qui sont prestataires de services de Shopify, qui accompagnent le développement, l'intégration, le custom, et aussi une très grande communauté freelance à laquelle je veux rendre hommage, parce qu'en France, elle nous a vraiment aider à grandir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance Shopify qu'on retrouve chez les marques, parce que du coup, ils ont été embauchés aussi. Donc voilà, Shopify, c'est non seulement la technologie, mais aussi cet écosystème. Je pense que c'est important de le souligner. Vous avez tous les trois fait des migrations, j'aimerais bien revenir là-dessus. Tu as un enseignement, un conseil à donner si tu devais la refaire. Donc c'était en 2020, c'est ça, pendant le Covid? Oui, c'était 2020. Okay. Donc, pour revenir sur ce timing-là, effectivement, ce que je disais, j'avais cette échéance, je devais changer d'entrepôt. Et à l'époque, donc, mon PrestaShop, Odoo, vraiment, mon truc était tout bloqué. Et je ne sais plus, on me proposait de rajouter une brique. Et je sentais que j'allais dans le mur. Et en fait, j'ai été très attirée par Shopify, justement par l'écosystème. J'ai compris qu'il se passait beaucoup de choses autour et qu'il se passait plus grand-chose autour de PrestaShop, malheureusement. Et en fait, j'ai compris aussi, j'ai fait ce choix de headless, mais justement qu'il y avait une capacité à sortir ces projets-là, donc Shopify, mais lié à un ERP, et alors je ne sais jamais le prononcer, mais avec un iPass au milieu. Bref, j'ai Celigo, qui permet aussi vraiment de cleaner la donnée et de créer des connexions entre les systèmes qui sont extrêmement propres, et justement d'unifier tout ça, c'est très très important. J'ai compris que je pouvais faire le projet assez vite, et je l'ai fait En fait, j'ai commencé, moi, honnêtement, dans mon appart confiné, à y réfléchir en avril-mai, à parler à beaucoup d'e-commerçants, à parler avec beaucoup d'agences. Et j'ai commencé à parler à des potentiels partenaires en juin. Et en juillet, on signait et on partait. Et donc, en fait, on a mis en prod, je crois, un 21 janvier 2021.
En fait, si c'était à refaire, je pense que j'aurais pris un mois de plus. Parce que, voilà, honnêtement, c'était trop court, je pense, pour le faire, en tout cas, dans des bonnes conditions. Et je pense que nous, on avait cette deadline, et au fond, on aurait pu voilà, la négocier voilà, sur la partie logistique. Mais je trouve que ça a été un peu rapide, parce qu'après, j'ai un peu eu 6 mois, justement, un peu réparer des choses qui avaient été faites un peu vite. En revanche, le gros conseil que je donne, c'est d'être très, très, très au clair sur ses objectifs, de rédiger bien son cahier des charges. Pourquoi on fait une refonte, pourquoi on repense tout. En fait, c'est quoi les objectifs business ou, je sais pas, organisationnels. Et moi, mes objectifs, je les ai dit, c'était d'unifier mes bases clients, stock, vente. Et du coup, j'étais obsédée par ça. Et en fait, il a fallu, et je le dis, avec des équipes d'intégrateurs logistiques, il faut vraiment s'imposer en permanence sur ces problématiques-là, parce qu'on peut se retrouver avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut tenir son budget. Moi, j'avais négocié mon budget très fort. Et en fait, je l'ai tenu. Et à la fin, pour être honnête aussi, mon intégrateur, il a fait une tentative. En fait, résistez. Dites que voilà, vous avez suivi le budget semaine après semaine. Résistez, parce que ça fait partie des difficultés des entrepreneurs, d'être face à des profils techniques, des grosses boîtes d'intégrateurs. Donc voilà, donc moi j'ai dû crier ça canadien. nous arrive aussi, hein, ça nous arrive voilà, aussi là-bas. mais tenez bon, vous êtes légitime, suivez bien les choses. Et soyez très 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 au clair sur les points les plus fondamentaux de votre projet. Ne le faites pas trop vite comme je l'ai fait, parce qu'après il y a un peu du rattrapage derrière. Mais après c'est des projets qui sont quand même géniaux dans une entreprise et qui embarquent tout le monde. Je dirais aussi, choisissez vraiment vos partenaires et vérifiez que les personnes qui le font avec vous aussi en interne sont OK pour s'embarquer dans, en tout cas dans moi la taille de ce projet-là. 5 mois vraiment costaud, avec des problématiques très croisées en permanence. Voilà. Et niveau speed et conversion, genre le passage headless? En fait, passer de PrestaShop à Shopify a changé ma vie. Non, mais surtout sur un point. Un point, c'est que Isée, nous, on a des lancements en général les samedis. Il y a notamment la période du bain. J'ai pas trop parlé des catégories de produits, mais donc nous, notre cœur de métier, c'est la lingerie. Mais Isée a émergé en 2017 à partir du moment où on a lancé nos premières collections bain. C'est aussi l'année, je dirais, où on s'est trouvé en termes de marque, d'image. Et honnêtement, on a vécu des temps d'effervescence commerciale extraordinaire, avec des clientes qui se connectaient à 6h du matin parce qu'on lançait tel maillot, parce qu'on lançait tel produit, etc. Et en fait, moi, c'était mon cauchemar quand je faisais un lancement de produit. C'était comme si je lançais une fusée. Parce que j'appuyais sur 10% de ma base newsletter, puis mon post Instagram, petit à petit, parce que sinon mon site crachait. Et c'était ça aussi, j'ai compris qu'avec Shopify, je n'aurais plus le sujet des serveurs. Je ne sais même plus comment s'appelaient les dispositifs que je mettais en place, mais je mettais une sorte de pansement qui pouvait compenser mon pic de trafic. Je payais des dizaines de milliers d'euros pour ces trucs-là, et mon site crachait quand même. Et donc le samedi, et donc ça c'était très difficile aussi à expliquer aux équipes. Et donc voilà, vraiment ça m'a surtout aidé effectivement à avoir un site qui fonctionne parfaitement à n'importe quelle heure pour n'importe quel lancement. Et après je dirais que la conversion évidemment a suivi, mais parce que effectivement il y a eu une vraie réflexion sur l'expérience l'UX, et on a refait une refonte l'air de rien là en 2023, parce qu'on a fait un rebranding d'Isée et on a repensé beaucoup de choses, on en reparlera si besoin, mais je trouve que c'est pas parce que si on a un site Shopify qu'il faut pas le retravailler en permanence. J'avoue que j'ai des coûts de développement plus importants parce que j'ai besoin que le site vive. Ouais, non, mais c'est juste que nous on a fait une refonte il y a 2 ans, et là on est en train de se poser la question. Et on a évalué le headless il y a 2 ans, on le réévalue là. Enfin, quand j'en parle à des gens, ils me disent effectivement la stack technique et l'équipe dev qu'il te faut pour gérer ça, c'est beaucoup plus solide. Et sur le prix, tu fais quasi 1,5 fois, 2 fois le prix d'un Shopify classique. Mais ceux que je connais, typiquement je peux le citer, c'est Benjamin d'Asphalt. Pour le coup, il est hyper content de ses perfs en headless. Après, il a une équipe full dev en interne. Du coup, c'était voir si c'était un épiphénomène. En fait, j'ai pas connu Shopify sans headless. Je suis passée de PrestaShop à Shopify headless, donc je peux pas comparer. Nous, on s'est posé la question, effectivement, si c'était pour la partie créa, en fait. Parce que quand on part sur Shopify, tu vas vendre, mais tu vas pas sortir en site. Et notre objectif, c'était plutôt vitrine, l'ADN de nos marques. Et vous êtes sûr complet, oui, finalement, voilà. On était sûr, et je vous invite à visiter les sites. C'est vraiment, on a créé des merveilles.
Et tu as beaucoup de flexibilité en termes de créa, une variété de thèmes, la galerie des thèmes. Voilà. C'est large, il y a de la costaud à faire. Parce que voilà, on a des expériences, on héberge des expériences qui sont assez costaudes, qui vont au-delà d'un objectif, comme on disait, transactionnel. Mais finalement, c'était la question, et non, très convaincu, du coup, même pas peur d'y aller, franchement. Alors moi, sur le moment, je vais être honnête, je ne savais pas que ça s'appelait le headless. Et Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est le headless? C'est en gros quand on sépare le front du back, dans ce que voit le visiteur, du back-end qui permet de gérer le site. Plutôt que d'avoir un système qui est imbriqué, on sépare les deux et ça dialogue par API ou web service. Voilà, je suis pas tech, hein, mais c'est ma... Et typiquement, pour une marque comme Isée, le headless aussi, une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est justement d'avoir le front à notre main. En fait, nous, on change le site 2 fois par semaine, on rechange la home, on éditorialise nos pages e-shop tout le temps. Et du coup, en fait, on a créé des sortes de blocs. Et c'est comme, je dirais, l'image, c'est la newsletter où il y a ce système de drag and drop que tout le monde connaît en général. Ben, notre site, je schématise, mais c'est un peu ça. Et on a développé plein de blocs qui sont adaptés, évidemment, desktop et surtout mobile, et qui nous permettent vraiment d'avoir le site à notre main. Enfin, faire une nouvelle page ne nécessite aucun dev, quoi. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Et même nos fiches produits peuvent être... Voilà, il y a la fiche produit qui va présenter dessous un guide lingerie, il y a la fiche produit qui va présenter un look. Enfin, en fait, on fait vraiment ce qu'on veut partout sur le site, quoi. On est vraiment chez nous, quoi. Je te voyais hocher la tête sur les migrations. Vous êtes passé en 2020 à Shopify. Raconte-moi un peu ton expérience et surtout tes conseils. Ce qui s'est bien passé, ce qui aurait pu être mieux fait dans la conception d'une migration, parce que c'est pas un petit sujet. Moi, j'ai rigolé parce que je venais juste d'arriver chez Rémi Cointreau. Je me retrouve avec les lancements de Louis XIII. Donc, du coup, marque de luxe, par exception de cognac, sur Commerce Cloud. Oh, sympa. Et pour 6 mois après, dire on s'est trompé. Et sinon, on s'est dit c'est qu'il faut avoir, il faut que ce soit clair la stratégie. Nous aussi, derrière un changement de tech, il y a eu aussi un changement de stratégie à ce moment-là. Et on s'est dit, on veut être plus agile. On veut tester, se tromper, écoute, mais avec un prix raisonnable, hein. Toute transparence. On peut avoir des budgets, mais c'est pas parce que tous les ans qu'il faut les cramer. Et surtout quand on joue avec les collaborateurs. De pouvoir sortir quelque chose en 2-3 mois à 1 an et demi de projet, on va trouver aussi la ressource, la motivation. Donc, du coup, on avait des profils qui étaient plus jeunes, qui avaient envie de jouer, de mettre les mains dedans rapidement. Et les choix étaient aussi de dire, on veut une solution qui va nous permettre d'avoir plus de flexibilité, agilité. Et effectivement, c'est la partie transactionnelle. Shopify est transactionnel. Écoute, oui, mais ce n'est pas notre objectif primaire. C'était vraiment vitrine et ADN. Et du coup, les critères, c'était flexibilité, agilité et un ticket d'entrée en toute transparence très, très abordable. Et ça, il y avait d'autres solutions, effectivement, qui les proposaient. On a fait le choix. Et les challenges, c'était par contre, parce que j'en avais encore de parler avec les équipes au Canada, aux US, etc., c'est de dire, est-ce qu'il y a un groupe multimarque, multi-pays qui s'est lancé sur Shopify? Dis non. Mais regardez, parce qu'on était les premiers. Il y a des grands groupes, L'Oréal, LVMH, qui ont des sites pour marque, un pays, etc. Dis non, nous, notre idée, c'est d'avoir tout notre écosystème, multimarque, multi-pays. On va piloter en centrale, on va donner le relais au pays et aux marques après, mais ça va être en centrale, multimarque, multi-pays. Non, donc du coup, ça a été un pari. Je veux dire qu'il a réussi. On a eu l'accompagnement de Christophe David, hein, qui était là, qui nous accompagnait sur ces réflexions-là. Et les paris étaient de dire, OK, test and learn finalement. Et on sortait des commerce cloud, qui est une bonne solution. Hein. Il faut savoir quels sont les objectifs, la volumétrie aussi, qu'on voulait gérer dedans. Mais on va dire aujourd'hui que pour Shopify, ce n'est plus en question. Ils ont fait un très bon travail aussi des marketing, d'expliquer, d'avoir des bons exemples que sur Shopify, on peut faire beaucoup de choses, que c'est adressé effectivement pour des petites structures, mais pour des grandes structures aussi, avec des grosses volumétries, avec des pics et des complexités assez larges.
Je pense que il y avait cette étiquette de Shopify, c'est pour les petits. C'est une étiquette qui était particulièrement aussi présente en France, parce que nous, notre stratégie, entre guillemets, d'arriver sur le marché français, c'était en 2018. Moi, je suis arrivée. Au début, j'étais toute seule. Et du coup, nous, on avait pour mission de se développer sur le segment de l'entrepreneur, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs français vers le commerce. Donc, du coup, pendant pas mal de temps, au niveau du marketing, c'est vrai qu'on allait plus nous trouver au salon des entrepreneurs qu'au One-to-One Monaco, par exemple. Donc du coup, forcément, au fur et à mesure du temps, il y a eu l'effet Covid. Donc de l'effet Covid, on s'est mis aussi à accompagner des commerçants physiques qui cherchaient à se digitaliser. Et puis ensuite, la boucle a été bouclée. Et puis graduellement, on voyait énormément de commerçants sur Shopify qui avaient commencé petits et qui grandissaient énormément et qui avaient d'autres besoins fonctionnels. Et donc du coup, on s'est mis à investir massivement dans la technologie pour qu'elle puisse accompagner des marchands de plus en plus gros. Pour vous donner un point de référence, aujourd'hui, Shopify, c'est la seule boîte tech qui ne fait que du commerce. Il y a beaucoup de gros acteurs de la tech, mais il n'y a que Shopify qui est que sur le commerce. Et l'année dernière, Shopify a investi 1,5 milliard de dollars dans sa technologie et dans ses équipes de dev. Donc forcément, derrière, ça donne une solution qui est à la pointe des attentes des marchands de toute taille. Et c'est vraiment une grande évolution qui s'est passée au cours des à peu près 5 dernières années, je dirais. J'ai fait une première partie de ma carrière, moi, du côté obscur de la force, dans des équipes IT ou systèmes d'info chez Lafarge et chez Air France. C'est pas si obscur que ça. Il y a un prisme qui est particulier dans ces grands groupes, qui est pas le prisme ou l'approche, ou en tout cas le concept d'un outil comme Shopify. Est-ce qu'il a fallu changer les états d'esprit, c'est pas non plus les mêmes tailles d'équipe. Tu vois, il doit y avoir du frein, de la résistance en interne. Oui, complètement, mais il y en a mis de temps. C'était une solution qui n'était pas du tout connue. Je raconte toujours l'anecdote, mais en Estirco, quand on présentait les solutions, on parlait de Spotify. Quoi. On dit non, c'est Shopify. Et Spotify, bon, attends, si il faut le CEO qui dit Spotify, tu as du mal à le corriger, mais bon. Bien sûr, on n'était pas connus, les mindsets. On est en société, on fait la production de la distribution en direct. On passait au B2C, au D2C, du coup, aux révolutions. Mais ça se fait. Mais effectivement, en Tahiti, notre SAP, notre grosse ERP, qui tourne très bien, avec lesquels il a fallu s'interfacer. Mais ça se fait. C'est vrai qu'effectivement, nous, avec les Covid, ça nous a beaucoup aidé. Et donc, du coup, il n'y avait même pas le choix, c'est de dire, on y va. Et on avait déjà les bases, donc du coup, on a bien compris rapidement que c'était le bon choix. Mais ouais, il y a des mindsets et il y en a encore de mindsets un peu à faire évoluer, changer. Mais comme tu dis, dans les grands groupes. Mais c'est vrai qu'on a une équipe assez jeune. Côté métier aussi, qui nous a beaucoup aidé à structurer, parce qu'effectivement nous on est transverse, on est IT, etc. Mais on équipe métier transverse et des profils jeunes qui comprenaient vraiment le besoin. C'est plutôt la direction. Mais on a identifié rapidement qu'il fallait aller voir les top management pour les convaincre et que ça c'est une réussite comme ça. Parce que c'était nous qui poussons seulement, on ne serait pas allé très loin. Là, les top management convaincus, et c'est eux qui passaient le message top-down, marché et marque, et une accélération derrière. Il y a un des critères que j'ai oublié de vous dire, mais c'est les channels POS, pour lesquels nous, on a basculé rapidement. Les choix ont été faits de dire, OK, nous, on visualisait déjà que vous voulez vraiment avoir cette image de stock, des produits, un catalogue produit, pourquoi pas pricing, etc. Cool. Il y a un ensemble de sujets que vous avez rencontrés dans votre croissance et peut-être notamment toi chez Kabaya, quand on préparait cette table ronde, il y a des sujets qui sont sortis qu'on n'aborde pas souvent sur le panier, mais des choses que tu as peut-être découvert ou qui sont imposées à toi à un moment ou à un autre. Le premier, c'était l'ERP. Et c'est vrai que lancer sa marque et faire alors c'est formidable, 500 000, 1 million, 5 millions, j'en sais rien. Il y a un moment où ta taille, ta distribution, ton stock, tes points de vente peut-être, t'imposent d'intégrer un ERP. Raconte-moi un peu ce passage, qui vous avez choisi, comment ce choix a été fait, ce que ça t'apporte. Ouais, déjà c'est toujours douloureux. Genre,
connais peu de monde qui ont vécu une mise en place ou changement de RP qui n'ait pas été douloureux. C'est la rigidité des vieilles boîtes, des vieux systèmes, mais qui, malgré le fait qu'ils soient en SaaS, etc., on se retrouve quand même dans un monde hyper rigide venant de la startup. C'est pas forcément un truc auquel on est beaucoup habitué. Et des gros investissements. Enfin, nous, à l'époque, c'était 100 000 euros d'investissement. Faire le RP, ça nous semblait démentiel. Et un peu moins aujourd'hui, mais sur le moment, je me souviens que c'était une grosse décision et on savait que ça allait prendre minimum 6 mois. Ça nous a pris 7, mais ça a été hyper compliqué. Nous, on s'est arrêté sur... déjà, pourquoi on a voulu mettre en place un ERP? Ouais, parce que c'est vrai que dit comme ça, pourquoi s'imposer ça? Non, en fait, nous, on est, de par notre distribution multicanal, on a des grosses problématiques d'allocation de stock. Et en fait, on a deux choix, grosso modo. Soit on fait des stocks séparés, on dit il y a un entrepôt e-commerce, un entrepôt wholesale, un entrepôt retail. Soit on se dit on fait un stock unifié et par contre, on gère des stocks théoriques et des allocations directement dans le RP. Alors, on n'a pas fait le deuxième choix, le premier choix parce que, pour des raisons évidentes de liquidité de stock, dans des boîtes comme nous, la gestion du stock en cours, c'est hyper important. Donc si ça se vend pas en wholesale, il faut qu'on puisse le faire partir en retail sans aucun problème. Donc on l'a fait dans le RP et on a passé ça, c'était 2021, donc on devait être entre 10 et 15 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et on a choisi, du coup, on a vu plusieurs solutions. On a évalué Odoo, que tu avais avant, je pense. On a évalué NetSuite. On a évalué du coup Microsoft Business Central qu'on a pris. Et je crois que c'était à peu près tout. Enfin, si on a peut-être vu quelques-unes d'autres. Si les SAP Mini aussi qu'on avait vu. Vas-y. Ton ERP, il a une fonction un petit peu d'OMS, du coup? Non, règles non, justement, en fait, tout est connecté directement à notre logisticien, où est-ce que en fait les commandes partent directement. On a des règles qui sont mises en place avec lui pour cibler les commandes sur les différents flux, etc. Mais aujourd'hui, typiquement, on fait pas de click and collect. C'est pour une des raisons pour lesquelles on pourrait mettre en place un OMS. T'as dit, j'ai pas compris. Aujourd'hui, on fait pas de click and collect. Parce que pour diverses raisons, mais principalement parce qu'on a des surfaces retail qui sont assez petites. On a entre 30 et 50 mètres carrés, parce qu'on choisit du numéro 1 pour de la visibilité. Et du coup, niveau stock, on n'a pas de quoi absorber du click and collect. Bref, du coup, on s'est dit, mettons en place un ERP. On a cherché toutes les solutions pour ne pas l'utiliser, avec des bidouilles dans Shopify, etc. Au final, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix. Donc ça a été hyper douloureux parce que, je vous laisserai compléter, mais il y a peu d'intégrateurs qui sont habitués à des clients comme nous. Donc on se retrouve dans des structures un peu rigides, avec des TJM à 1000, 1200 euros au jour sur des gens qui ne sont pas toujours les plus compétents. Faut le dire. Donc très douloureux. Au final, maintenant, on l'utilise bien. Il y a encore des lacunes, malgré que ça fait presque 1 an et demi que c'est en place. Et on retrouve toujours des petites différences de stock ici et là. C'est assez complexe à gérer. Malgré que ce soit une solution qu'on a pris au moment où on l'a pris, on s'est dit ça peut scaler jusqu'à au moins 500 millions sans problème. On y voit déjà un peu les limites parce que business D2C dit beaucoup de données clients, dit beaucoup de commandes, etc. qu'on capte. Là où pour des business qui sont habitués du wholesale, donc une commande en wholesale, ça va être, admettons, 15 000 euros. Nous, une commande moyenne, c'est 90 euros. Donc forcément, ça est multiple, ça fait des bases de données énormes. Bref, comment faire un ERP? Il ne faut pas être trop ambitieux au départ. Il faut essayer d'en mettre le minimum, juste gérer ses commandes, ses stocks, choisir un intégrateur qui a déjà bossé avec des boîtes comme vous, sur des tailles comme vous, ne jamais être le plus petit, ne jamais être le plus gros. Ça, c'est la base sur toutes les collaborations. Et préparez-vous à ce que ce soit painful, donc libérez du temps dans vos agendas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et toi, Clara? Sur L'ERP, l'intégration d'un ERP? Ouais, donc moi, l'ERP, je pense c'est vraiment les mêmes problématiques que toi. Et c'est vrai, je disais tout à l'heure, d'être très au clair sur le projet, ERP compris. Et moi, typiquement, mes premières réunions avec les intégrateurs, ils me montraient des choses. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Ils me parlaient que de comptabilité, d'achat. Et vraiment, j'ai dû répéter, je pense, 70 fois. En fait, vous allez centraliser mes stocks, vous allez gérer la logistique, vous allez centraliser mes ventes, mais je ne veux pas de comptabilité. C'est pas mon problème aujourd'hui. Je me débrouille très bien par ailleurs pour la comptabilité. Et donc, effectivement, mon ERP aujourd'hui, il a vraiment un rôle de master, je sais pas comment on appelle ça, mais il est au centre. Et je dirais que moi, ce que je travaille et ce que j'ai en tête depuis un moment, c'est quand même que beaucoup de ces problématiques migrent progressivement avec Shopify en maître. En fait,
J'aurai toujours besoin de mon ERP de manière assez centrale, mais il y a des choses que Shopify peut faire. Donc, par exemple, c'est un exemple bête, mais ça prend du temps, mais que Shopify soit mettre des cartes cadeaux, et des avoirs. En fait, c'est un sujet qui débloque beaucoup de choses. Un des écueils de ma migration, c'est que comme je dépendais de mon ERP pour ces sujets-là et qu'en fait, il était figé, voilà, on n'arrivait pas à tordre le fonctionnement, je n'ai pas pu maintenir le service des avoirs quand j'ai des retours e-commerce. Et en fait, battez-vous pour vos avoirs, parce que du coup, votre taux de remboursement, il augmente et franchement, ça abîme pas mal la rentabilité digitale et l'expérience client. Donc, battez-vous pour les avoirs. Et donc, voilà, là, on a mis 1 an à ce que les avoirs passent côté Shopify et qu'on puisse remettre en place des choses beaucoup plus stratégiques sur toute cette partie-là. Donc non, le RP, c'est la partie la plus complexe du projet par ces outils qui restent quand même assez figés et ces équipes effectivement qui sont dans une dynamique très particulière. Clairement, ma prochaine boîte, si on arrête Cabaya un jour, j'essaye de lever plein de fonds et je fais un ERP. Quoi. Genre, c'est clair et net. Et juste pour compléter, c'est vrai que mon architecture, mon ERP a vraiment une dimension... très peu de gens l'utilisent, mais par exemple, j'ai une BI à côté qui me permet vraiment de centraliser ma donnée. Et donc là, elle a été livrée avant-hier. Normalement, j'ai une client data platform. Donc pareil, ça, c'est des projets assez long terme. Mais moi, dans ma vision long terme, le sujet client est absolument central. Et dans comment je diffuse mes contenus et comment je crée, par exemple, un programme de fidélité. T'as pris quoi? C'est pas indiscret? Ouais, j'ai pris... En fait, je travaille avec Splio. Pareil, Splio, je pense qu'en fait, c'est un acteur qui est plus adapté, si ça peut être un conseil pour des gens qui sont retail et qui veulent se digitaliser. Moi, j'étais plus digital à me retailiser. Et du coup, voilà, maintenant, on arrive à faire des choses super. Et sur la partie client, en fait, j'ai le moteur de TinyCluse qui, pour la petite histoire, en fait, moi, quand Isée faisait, je pense, 300 000 € de chiffre d'affaires, j'allais voir TinyCluse sur les salons en disant « J'ai l'impression que c'est génial ce que vous faites avec Vestiaire Collective ». Vraiment, les mecs me disaient « Tu ne nous intéresses pas, tu es trop petite ». Et en fait, finalement, il y a eu un partenariat, une fusion Splio et TinyCluse. Et du coup, pareil, comme avec Shopify, c'est vrai que je m'intéresse toujours sur où est-ce qu'en sont les partenaires avec qui je travaille. Et donc, sur cette CDP, on va avoir le moteur TinyCluse. Et moi, la vision là-dessus, alors là, on parle vraiment purement marketing, mais c'est vrai que je dirais que Facebook, enfin en tout cas Meta, s'est beaucoup amélioré sur la diffusion algorithmique des contenus. Et donc moi, je compte faire pareil sur la partie CRM. Donc pour dire les choses très simplement, j'ai vraiment un spectre de communication pour toutes mes clientes. Mais ensuite, j'ai envie de bien gérer la pression marketing et surtout la qualité des contenus que j'envoie à qui et quand. Et donc c'est comme sur Facebook, c'est sur Meta, pardon, des multiplicités de créas qui sont franchement très quali, mais les plugger dans TinyCluse et en fait qui les diffusent au bon moment à la bonne personne. Et comme j'ai vraiment une variété de contenus, c'est ça aussi, c'est aussi ça la vision. Et donc voilà, c'est vrai que pour répondre finalement à ta question, pardon, je suis un peu longue, mais l'ERP ne fait pas tout. Et j'ai ma data platform, j'ai ma BI, j'ai Shopify POS. Enfin voilà, j'ai vraiment un écosystème qui est complet et le headless permet techniquement, je ne sais pas si c'est le bon mot techniquement, mais voilà, cette modularité et de n'être dépendante de rien. Et si à un moment, par exemple, je veux changer, comme je l'ai fait à l'époque, mon POS pour passer typiquement à Shopify POS, c'était pas du tout douloureux. Donc c'est ça la clé du projet pour moi. Et je crois que tu le soulevais aussi, enfin, on en parlait en tout cas pendant la préparation, mais l'importance d'avoir des systèmes ouverts et des connecteurs, et pas justement des systèmes fermés, des systèmes qui sont habitués à dialoguer avec d'autres, hyper important. J'imagine qu'avec la multiplicité des marques et des pays, c'est un enjeu qui est aussi important chez vous. Et de RP aussi. Ouais. SAP qui est le RP du groupe, mais on avait des RP dans des petites maisons aussi, avec lesquels il fallait s'intéresser. Nous, la clé, c'était de bien choisir un corps modèle d'architecture dont les middleware étaient clés. On a choisi Boomi, ce sont des réflexions sur APJ aujourd'hui, GCP, mais on a choisi Boomi pour avoir, on savait bien, un data model qui vient de Shopify, un data model attendu dans SAP, avec des process qui ne sont pas les mêmes. Il nous a fallu, ces middleware que aujourd'hui nous permet d'accélérer et surtout de capitaliser sur un flux qu'on ouvre
peu importe la marque, peu importe les marchés, on va réutiliser les mêmes. On va adapter, on va faire un tablé PO, on va dire 2-3 éléments, et on continue à alimenter SAP. Et SAP qui va piloter les stocks, c'est important aussi, parce que les positions des stocks dans Shopify sont alimentées soit à travers soit SAP pour la partie POS, soit nos 3 PL qui alimentent la position des stocks dans Shopify, mais qui est alimenté par SAP. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'identifier les process et les racines, des rôles et responsabilités, de qui fait quoi et comment. Avoir du stock, on va dire entre guillemets, c'est pas très compliqué sur Shopify. Mais décider du forecast et de bouger un stock d'une plante à l'autre, là c'est le sujet, parce que sinon tout te retrouve à zéro. Et la réconciliation financière, bon, des sujets mais sont intéressants. Mais essayer de construire un maximum corps modèle. Travailler, prendre du temps tout au début. Tu as dit corps modèle, hein, ouais. C'est ça ouais. Travailler, vraiment prendre du temps tout au début. Ça va prendre effectivement quelques mois. Un grand groupe, on ne va pas venir modifier SAP parce que la première chose qu'ils te disent, SAP, tu ne touches pas SAP, ça tourne bien. Tu fais ton petit business, tu t'adaptes. Ok, on réfléchit un corps modèle qu'on va pouvoir déployer par la suite et réutiliser. Mais ouais, SAP et d'autres. C'est marrant parce que nous on le voit donc j'ai eu une petite expérience aux États-Unis puis là depuis quelques années en France, il y a 2 mindsets un peu différents qui est faut adapter l'outil à ma méthode ou aux États-Unis plutôt adapter ma méthode à l'outil pour entrer dans le. Il y a un autre sujet qu'on a abordé en préparant l'entretien et qui était le CRO, faire de l'optimisation de la conversion, un vrai sujet. Comment est-ce que vous l'abordez chez Isée? Est-ce que ça a débloqué? Est-ce que vous l'abordez pas? Est-ce que je passe la question à Kabaya? Ouais, non mais je veux bien dire juste, moi c'est vrai que c'est pas mon combat parce que non mais en fait mon combat c'est de faire des très belles collections, des très belles images, de les lancer au bon moment. Et effectivement, évidemment que je suis très vigilante à la conversion, au parcours. Est-ce que les fiches produits sont consultées? Est-ce que c'est ajouté au panier? Je surveille ça de très près. Mais c'est vrai que c'est comme par exemple, je ne fais pas de mots-clés sur Google parce que moi, mon combat, c'est plutôt d'être vu, d'être désirable et que le jour où une femme a envie de s'acheter un soutien-gorge, elle se dise en fait c'est Isée que je veux m'offrir et elle viendra sur le site, elle naviguera dans les soutiens-gorge. Il faut que ça soit simple de naviguer, chouette, qu'elle puisse avoir un guide morphologique, un guide des formes, etc. Mais que c'est très expérientiel en fait. Je pense vraiment la boutique, l'e-shop comme une boutique. Et je dirais aussi que moi, une des mutations honnêtement que j'ai faites, et notamment RH, ces dernières années, il y a eu l'Eldorado au moment du Covid, on a tous accéléré. Il y a eu un Eldorado c'était un peu facile. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui restent en digital, c'est des purs commerçants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui comprennent que l'enjeu, c'est de faire venir du monde dans ta boutique. Et ensuite, c'est que dans cette boutique, tout se passe bien. Et donc, j'ai pas envie de parler de friction, etc. Mais c'est que tu te sens bien, tu as envie de rester, tu as envie de regarder. Et à la fin, si c'est la bonne journée pour toi, tu achètes. Et si c'est pas la bonne journée pour toi, je ne vais pas te harceler. Tu reviendras quand ça sera la bonne journée pour toi. Moi, c'est plutôt ma philosophie. Donc très commerçante, quoi, vraiment. Donc pas de CRO. Tout l'inverse. C'est intéressant. Non, alors, on fait aussi attention à nos collections. Il y en a des gens très compétents là-dedans, mais je demande pas. Alors, je dis pas que je fais ça, hein, mais je demande pas à mes e-commerçants, enfin, les personnes qui gèrent le e-commerce chez moi, de faire les collections ou autre. Alors, je cherche des gens et on a actuellement en place une équipe qui a une sensibilité, bien entendu, à l'UX, à proposer une belle expérience, etc. C'était pour le coup une partie de l'équipe vient de grands groupes type LVMH, L'Oréal, etc. Donc ils sont habitués à ce genre de choses, mais quelque chose où pour le coup je les ai un peu plus fait progresser, c'est vraiment cet amour de la data et de la décision data-driven. Et pour le coup, moi c'était une énorme frustration, c'est jusqu'à il y a peu, j'avais jamais vraiment trouvé de solution qui me permettait de faire du CRO sur Shopify. Il y en avait une qui était Optimizely aux US, mais qui captait pas bien avec la France, avec le RGPD. Enfin, c'est un des gros soucis. Ça a été un des gros soucis Shopify. Ça commence à se régler, mais ça restait encore un peu tangent. Et donc là, récemment, on s'est lancé avec Chameleon. On a aussi recruté quelqu'un pour faire du CRO. Et donc, on atteint enfin ce qu'on veut faire niveau qualité et fréquence d'expérience. Donc, on a lancé au moins une par semaine et au moins 4 significatifs par mois. Pour faire évoluer notre taux de conversion, notre add to cart, l'expérience client. Enfin, je vous donne un exemple très con, mais on a mis en place, nous, nos sacs sont configurables. Pour ceux qui ne savaient pas, vous avez un sac de pochette. On a mis en place un configurateur sur le site et on a mis un deuxième écran, juste un truc qui récupère le mail pour que les personnes puissent enregistrer son truc.
de base, vous pouvez vous dire bah ça fait sens, au moins il enregistre son panier, etc. Sauf qu'on l'a mis en place en expérience CRO, le bounce a explosé, les gens passaient 2 secondes sur le site. On n'aurait pas fait ce test-là, on aurait potentiellement complètement baisé notre configurateur juste parce qu'on s'est dit c'est une bonne idée. Et en fait, justement, on essaie de chasser la bonne idée, ou alors les idées, c'est cool, ça permet de faire des hypothèses, mais en fait, le CRO, ça permet de vérifier qu'on fait pas une connerie. Et de tester les trucs vraiment, statistiquement, proprement, quoi. Et du coup, on est hyper bullish là-dessus. Ça fait que depuis quelques mois qu'on peut vraiment le faire. Avant, c'était plus au doigt mouillé, avec des expériences. Alors, avant, on utilisait Google Optimize, qui maintenant n'existe plus, enfin, qui a été un peu deprecated. Et du coup, maintenant, on utilise Chameleon. On est plutôt content so far. Donc après, ça peut changer. Mais non, on est hyper bullish sur le CRO et surtout sur des zones en expansion où est-ce qu'on n'est pas. Enfin, on est toujours à se poser la question de est-ce que c'est le site, est-ce que c'est ma brand, est-ce que c'est mon acquisition, est-ce que c'est tellement de facteurs qui peuvent merder que s'assurer par la data et par des tests d'avoir un site au carré, c'est un des trucs sur lesquels je suis le plus bullish en interne. Ouais. Tu citais à 40% en D2C, sur 60 millions, ça fait 24 millions en ligne. Sur les 100 que tu as en objectif l'année prochaine, ça fait 40. 24-40, ça fait 16. Tu es capable de quantifier l'effet de tes efforts en CRO sur cette croissance? Hyper compliqué parce que tu vas gagner 2% là, 3% là. Et en fait, tout ne se campagne pas. C'est pas de l'ajout complet. En fait, il y a, je crois, Etsy qui a un très bon article là-dessus. Je te l'enverrai. Mais qui justement dit, en fait, ils gardent toujours une version de base de leur site, puis ils font des micro-évolutions. Et à la fin, ils retestent toutes les évolutions ensemble, vs la version initiale. Parfois, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait que des conneries. Et du coup, je pourrais te dire, ouais, on a gagné 2% là, 2% là, ça fait 8% en finale, c'est super. Mais la vérité, en fait, n'est pas là. Donc, compliqué, c'est plutôt une démarche. Enfin, le vraiment niveau 1 du CRO qu'on essaye déjà de mettre en place, c'est on a une hypothèse, où on veut améliorer un truc, on veut changer un truc, on le teste, on voit si c'est mieux, c'est moins bien. Parce que parfois, tu te dis, ma fiche produit, elle est pourrie, tu la changes, tu perds 4% de date to carte, bah en fait sur les volumes ça fait ça fait du cash quoi. Donc on est déjà à ce niveau-là zéro on va dire, et après on va passer sur des tests un peu plus violents une fois qu'on aura aussi toute l'équipe technique pour le faire. Et toi tu vois une différence parce que par exemple moi toutes les semaines je screen beaucoup de data et je regarde effectivement, donc moi déjà je regarde que le trafic qualifié. Qu'est-ce que tu définis comme le trafic qualifié? Moi, je prends le trafic Google parce qu'en fait, Google, c'est ISE, c'est la recherche ISE, et le trafic direct, je les mets ensemble. Et en fait, je regarde, est-ce que est-ce que les gens arrivent sur une fiche produit, est-ce qu'ensuite ils ajoutent au panier, et est-ce qu'ils vont sur le tunnel. Je regarde ces 3 étapes. Et c'est vrai qu'en faisant ça, je vois quand je fais des bêtises, que j'ai passé des choses qui n'allaient pas, que ma collection ne va pas, qu'il faut que je change l'ordre du merge. Et toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu apprends en plus et à quoi ça ressemble en fait Je te donne un exemple, un des premiers tests qu'on a fait, je crois. On voulait refondre la page produit, parce qu'on trouvait que voilà, avait 2 ans, on avait rajouté des trucs ici et là, ça nous plaisait pas vraiment, donc on a fait des hypothèses du UX, on s'est inspiré de sites qui étaient bien faits, Isée en fait partie, et du coup on a refondu une page produit cette base-là et on l'a balancé en A/B test. Et à partir de là, tu te dis ça marche pas. Et je peux t'en donner des centaines d'exemples comme ça sur mettre le guide détail, mettre les couleurs, mettre des pastilles, mettre des carrés, mettre des vidéos dans la fiche produit, ça ralentit le load mais ça augmente la conversion. En fait, on fait en continu, on essaye d'en faire de plus en plus. Je dis, on vient seulement de recruter quelqu'un pour avoir la charge pour faire ça. Mais en fait, c'est quasi indispensable, surtout quand on voit ce qu'on balance en acquisition. Si quand on ramène du trafic, on n'est pas capable de le convertir, ou pas autant qu'au max qu'on peut le convertir, en fait, avec des CPM qui prennent 10 ou 20% tous les ans, on se retrouve vite dans un goulot d'étranglement, quoi. Donc, et en fait, ça c'est encore assez peu développé sur les marques un peu comme nous en France. Il y a d'ailleurs très peu d'agences qui le font, mais ça va devenir un truc qui va exploser. Donc, si vous voulez lancer une agence de CRO, c'est le moment. L'omnicanalité est une évidence dans pas mal de cas pour aller chercher de la croissance. L'omnicanalité, ça veut dire qu'on s'adresse aussi en wholesale à des acheteurs. J'aimerais bien parler de B2B. Je me tourne vers toi, Pasquale. Je crois que vous faites 1,5 milliard sur le groupe. Si mes recherches n'étaient pas idiotes ou pas fausses, il me semble qu'il y a une grosse partie que vous visez en digital. Et donc, j'imagine en B2B, quelle est l'approche? Est-ce que vous avez un outil sur mesure? Est-ce qu'il y a Shopify qui existe en B2B aussi? Quelle est la politique
Alors, comment te répondre sans te donner beaucoup d'informations. On était. Rémi Cointreau, pardon, est un. Il y a une quiet période en ce moment. Ouais, une quiet période parce que voilà, société cotée, donc du Voilà. coup, rien de nouveau. Mais non, c'est un sujet hyper intéressant sur lequel on est derrière et on avait construit en fait un environnement B2B sur la base de B2C. Et bon, il se trouve qu'on va devoir revoir tout ça. On va passer sur le B2B, mais on était prêt à lancer. Pour d'autres raisons, des stratégies, on ne l'a pas lancé. Mais effectivement, c'est une grande partie du business qu'on veut adresser. Et nous, la verticale de liqueurs et spiritueux, c'était un des dernières sur les booms e-com, B2C. Alors la B2B, c'est arrivé plus tard. Et on les voit. On les voit, la demande qu'on a de nos distributeurs, de digitaliser les commandes, d'avoir plus d'informations sur le produit. Nous, on parlait des objectifs de CRO, mais nous, c'est la désirabilité, l'ADN des marques, l'éducation. 300 ans ne sont pas par hasard. Il faut expliquer ce qu'il y a derrière nos marques. Et pour les B2B, c'est un peu pareil. Il y a des informations plus spécifiques que nous, on se doit et on veut transmettre, parce que finalement, c'est des brand ambassadeurs vis-à-vis de nos clients finaux. Donc du coup, ouais, effectivement, on va travailler sur le sujet. Après, ça dépend des marchés. On a des systèmes de distribution différents. Marché, les US par exemple, nous, on ne peut pas vendre en direct. En France, on peut vendre en direct. Mais on a des distributions qui sont différentes en fonction du marché. Et c'est dans les radars et on va accélérer. C'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que, bon, c'est un petit peu moins digitalisé, mais on a vu quand même, on parlait de l'évolution des Shopify, les premières discussions, D2C, POS, waouh. Et là, POS, bon, allez, tu peux ouvrir ta petite pop store si tu veux et vendre. Là, on voit en fait la direction que Shopify prend vis-à-vis de POS et de B2B. On voit la différence, c'est incroyable. Ils ont compris aussi. Et en ce qui nous concerne, sur la verticale, on va dire beverage. On a été un des derniers, les B2C, mais les B2B aussi. Juste curiosité, c'est quoi ton type de client B2B? C'est genre GMS ou oui. C'est indépendant? Et après, en fonction de marché. On peut avoir des indépendants, des cavistes, des petites cavistes en France, par exemple. Et on peut avoir des wholesalers aux US qui, par estate, des réseaux de distribution, c'est un peu passionnant. Il y a une complexité derrière, mais ils veulent tous, quelque part, faciliter un peu l'achat des commandes. C'est des commandes parfois régulières, mais qu'il faut les accompagner. Donc, du coup, c'est de nouveau la désirabilité, l'ADN, l'éducation sur nos produits, les contenus, vraiment qu'ils comprennent. Comment nos produits sont conçus, sont produits, les assemblages. Et il y a toute une histoire à raconter derrière qui n'est pas évident quand tu n'as pas personne en face. Mais prêt à le lancer, les B2B, on voit comment ça décolle côté Shopify, les ambitions des Shopify sur les B2B. Émilie, tu voulais rebondir? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, une grosse partie de notre investissement technologique il va aussi vers le B2B, parce que c'est un canal qui est moins digitalisé historiquement, et on sait que d'ici 2025, 80% des ventes B2B seront digitalisées. Donc il y a vraiment un grand appel d'air, qui est nourri par le fait aussi que beaucoup de gens se sont habitués à l'expérience e-commerce B2C, que 64% des acheteurs en B2B, ils sont de la Gen Z, donc eux, de toute façon, ils consomment dans leur vie quotidienne l'e-commerce d'une certaine façon, et pourquoi dans leur vie professionnelle, ils se retrouveraient avec des trucs insupportables, de Excel spreadsheet, de machin, de fax, ou je ne sais pas. Donc du coup, on sait qu'il y a un intérêt à emmener toutes les bonnes pratiques d'avoir enlevé la friction de l'expérience commerce B2C, et l'expertise de Shopify, de la transporter vers ce canal B2B. Donc du coup, c'est vrai que pour nous, on avait annoncé le B2B il y a à peu près 1 an et demi avec un produit qui était un produit d'entrée, qui n'était pas un produit super sophistiqué, mais on a mis notre investissement derrière notre ambition, c'est-à-dire qu'1 an plus tard, on avait lancé 12 nouvelles fonctionnalités avec une roadmap très ambitieuse qui se nourrit aussi du retour qu'on a de professionnels qui disent voilà, c'est ça dont on a besoin. Donc c'est quelque chose qu'on co-construit avec les marchands, mais qui devient aussi un canal très fort pour Shopify, clairement. Toi, Emilia, ta relation avec le wholesale, enfin le B2B de manière générale. C'est le moment où la cagnotte Shopify descend, c'est ça? Non,
Nous, on en fait depuis le day one, le B2B. Donc, au départ, Shopify en faisait pas du tout. Donc, au départ, on a fait comme tout le monde, Google Sheets, même des trucs imprimés, des notes sur des carnets des agents, enfin, tout et rien. On a mis en place un petit truc indien après que j'avais trouvé sur l'App Store, pas cher, genre mauvaise idée. Donc ça nous a duré 1 an. Et après, au même moment, je crois qu'on a pris le RP, on est passé, enfin on cherchait des solutions B2B. Shopify était encore très très loin même de ce qu'ils sont aujourd'hui. Du coup, on est parti avec le New Black, qui est un acteur français qui est habitué à gérer de la fashion. Et en fait, nous, on a alors c'est fashion, mais ça concerne aussi beaucoup de monde. Un des gros avantages du B2B, c'est qu'on fonctionne par précommande. Donc typiquement, nous, là, à partir de janvier, on prend les commandes pour livrer en juin, quoi, grosso modo, ce qui nous permet de faire de la prod en usine, de moins porter de risque de stock. Donc je vais, 60% de mon volume, il va être engagé déjà auprès des clients, etc. Donc je prends plus que du risque sur 40% de mon stock. Donc il y a toute cette partie précommande qui est hyper importante et qui nous sécurise aussi beaucoup, parce qu'on voit déjà le chiffre d'affaires de l'année à venir, etc. Donc on a cherché un acteur qui faisait ça. Le New Black le faisait plutôt bien. Bon, des limites techniques, etc. La boîte n'est pas énorme, mais ça fonctionne pas mal. Et là, on passe le step international, on se retrouve un peu limité, donc on est en cours d'appel d'offres en ce moment pour être transparent, et on s'oriente vers différentes solutions. Alors il y a dans notre domaine un des gros connus, c'est Jour ou Collect. On est un peu en train de regarder les deux, ou alors on passera sur, il y a aussi des solutions qui sont de plus en plus en train de se développer sur un peu du self-build, ce qui est un peu en train d'essayer de faire Shopify, mais dans leur roadmap, même sur 1 an, c'est pas encore au niveau qu'on veut. Build. Ouais, en fait, tu fais toi-même ton truc, quoi. C'est un peu comme un Shopify, mais version B2B. Il y en a pas mal qui se lancent en ce moment, ou qui sont lancés. Mais bon, voilà, il y a pas mal d'aspects pour quelqu'un qui fait du B2B, le niveau 0-1 qui est j'ai du stock, je le vends. Je pense que Shopify B2B fait le taf. On commence à avoir des logiques de précommande, de douane, d'international, de machin, le truc, faut pas y penser. En tout cas, de ce que je pense en l'état. Donc, le B2B, c'est hyper complexe. C'est pour que je rejoins Émilie sur le côté qu'aujourd'hui, on est obligé de proposer une expérience e-commerce sur des sites B2B. Typiquement, là, dans notre appel d'offres, on veut avoir des relances add to cart, pouvoir brancher un pixel Facebook, pouvoir brancher un Google Analytics et même faire, alors peut-être pas tout de suite, mais à terme, faire du CRO sur du B2B. C'est un truc qui me semble pas complètement déconnant. Parce que au final, ça reste des consommateurs qui viennent, qui regardent, qui il faut nourrir du contenu, éduquer sur le produit. Et en plus, c'est eux qui vont revendre derrière, donc il faut encore plus les convaincre. C'est un truc sur lequel on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est très transactionnel. On va passer sur quelque chose d'un peu plus justement expérientiel. Relationnel, expérientiel. Ouais, c'est ça. L'acheteur B2B est un acheteur comme les autres. Ça reste un acheteur, et puis tout le monde est habitué à Amazon, donc tu veux du e-commerce simple, quoi. Le temps file en fait, et on va prendre l'apéro. Mais il y a un dernier sujet que je voulais aborder, c'était le POS, où vous avez des avis peut-être un peu variés. Je commence par toi. Quelle est votre approche? Vous utilisez conseils à donner, retour d'expérience? Alors j'ai été moins impliquée dans l'implémentation concrète du POS que je n'ai été dans l'architecture initiale, mais non, je pense qu'on est tous alignés à toujours regarder la roadmap Shopify, et donc je la regardais attentivement. En 2020, je n'ai pas mis le POS parce qu'il n'était pas dispo, et je savais que le problème c'était l'accréditation en France, et dès qu'elle a été là, j'ai dit je le veux. Et voilà, et donc en fait nous on l'a mis en place très facilement. Je pense honnêtement sur des équipes justement retail, des personnes qui sont sur le terrain en boutique. Pour le coup là, chaque friction est complexe, donc il y avait une vraie angoisse. Elle passait de Odoo, qui était quand même un sacré délire, et elle savait pas ce qui allait arriver. Et enfin, entre-temps, elles ont eu donc une solution qui était pas mal, qui s'appelait C2. Mais du coup, voilà, je les avais un peu baladées. Et Shopify POS, moi, la conclusion, c'est que ça a été simple à mettre en place et très très vite adopté par les équipes. Je pense que moi, le gros enjeu que j'ai pour la suite, c'est que les données clients, et je dirais les données typiquement de fidélisation, elles soient affichées très clairement quand la personne est à la caisse. Voilà, très franchement, Isée, la croissance, on s'appuie aussi sur une base de clients qui est extrêmement fidèle. Et du coup, voilà, on le fait naturellement, et on le fait pour l'instant plutôt dans l'ombre, de chouchouter nos clientes. Mais c'est vrai qu'en boutique, c'est pas évident de faire les choses qu'on est capable de faire en digital avec des petites surprises, etc. Parce que voilà, la personne qui est en vente, elle a son POS et elle voit pas qu'en fait c'est
the one et qu'il faudrait dégainer un petit cadeau. Donc voilà, ça c'est typiquement un point d'amélioration qui serait très important pour Isée. Et moi je dirais c'est POS, mais si je me permets, je vais un tout petit peu sur l'omnicanalité d'un point de vue problématique, mais je pense quand je parlais des stocks, moi je suis une obsédée de la gestion des stocks parce que j'ai un business qui a une part très industrielle où en fait je vais faire le chiffre d'affaires que j'écris et que je produis, et depuis toujours j'essaie de produire au plus juste de la demande que j'ai écrite, donc je produis pas plus. J'essaie d'avoir des taux d'écoulement avant réduction au maximum, sachant que mes collections, alors la lingerie c'est plus pérenne, mais par exemple le bain c'est extrêmement saisonnier. C'est la proposition de valeur d'Isée, c'est des produits moyenne gamme, mais vraiment d'une excellente qualité, et du coup je ne peux pas me permettre, comme d'autres marques retail, d'écouler énormément avec des soldes. Et du coup c'est toute ma gestion future, moi je dirais qui est en réflexion, mais effectivement, il y a un énorme enjeu, en tout cas dans l'omnicanalité, de bien penser ses stocks e-shop, ses stocks retail, et d'être extrêmement fin sur qu'est-ce qu'on laisse à l'e-shop. Quand l'e-shop fait 65% du chiffre d'affaires, que vous lancez une pièce et qu'en une journée, vous avez écoulé 80% de votre stock digital, c'est super dur de ne pas déshabiller sa boutique. Mais en fait, il faut de plus en plus tenir sur ça. Tu fais du ship from store? En fait, alors, j'ai vraiment j'ai vraiment évolué sur cette question. J'avais l'impression que c'était un peu le Graal. Exactement. Des stocks. Et en fait, j'ai plutôt beaucoup progressé dans la gestion des stocks. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait que mes boutiques, je les stocke vraiment pareil, comme les achats globaux, mais au plus juste de la demande client, et plutôt que je fasse de plus en plus des réassorts. Donc là, j'en suis à 2 par semaine, mais comme j'ai aujourd'hui, moi, je fais du click and collect, et c'est un conseil que je donne. C'est très, très apprécié des clientes. On a entre 10 et 15% de nos commandes qui sont en click and collect parce que c'est de la livraison gratuite, que les clientes, elles adorent. Elles viennent, elles récupèrent leur colis, et en fait, elles les laissent sur place. Et du coup, ça favorise l'échange. Mais aujourd'hui, j'ai pas... Des clientes déjà, c'est pas des primo-acheteurs. Si, ça peut être des premières clientes qui viennent sur le site, qui font un click and collect, et ça les rassure beaucoup parce qu'elles se disent, en fait, si la taille me va pas, je vais pouvoir être conseillée et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un faux click and collect, c'est-à-dire que je livre mes dans ton réassort. Exactement. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Tu peux expliquer? Ouais, un faux click and collect, c'est que la cliente, donc elle achète sur le site, et je lui dis, tu vas pouvoir récupérer ta commande en boutique dans 2-3 jours, parce qu'en fait, je vais la faire livrer depuis l'entrepôt. Alors, c'est livré avec tous les click and collect chaque jour. C'est pas un colis par cliente. Mais donc, l'enjeu aussi, c'est là-dessus, c'est que la cliente puisse venir récupérer son click and collect dans les 2 heures, comme à la Fnac, et que ça soit le stock e-shop. Mais en tout cas, sur la gestion du stock, c'est un enjeu majeur d'avoir un stock qui soit au service vraiment du business, mais pas surstocker les boutiques, faire des allers-retours, parce qu'en fait, j'ai voulu que tout le monde soit très confortable, et en fait, l'e-shop a une très forte traction. Donc moi, j'ai plutôt une politique de dire c'est le meilleur canal qui vendra son stock, et il sera réassorti s'il est performant. Et du coup, je me rends compte que le ship from store, en fait, c'est peut-être la fausse bonne idée, parce que quand je parle avec des prestataires d'OMS, déjà le coût, moi, me choque. Et en fait, de mettre des coûts par commande, ça me... Surtout tes vendeurs, comment tu les incentives là-dessus, quoi. Exactement, alors. Donc ça met tout le monde... Il y a un truc intuitivement qui est pas bon, donc je crois que je ne recommande pas le ship from store. En revanche, je pense, et ça c'est un gros conseil, notamment si vous êtes omnicanal, soyez obsédés par votre gestion du stock. Toutes les marques ont des problématiques différentes, mais c'est vrai que moi je dirais même en interne, je pense que je suis sur le dos des équipes pour comprendre quelle est leur méthode. J'ai monté les différents Excel qui ont permis de gérer les stocks, et typiquement de passer le message à des équipes qui était que l'e-shop doit être préservé. Et ça, c'est très contre-intuitif pour des équipes un peu supply qui se disent, moi, il faut que je réassortisse le stock de la boutique. Oui, mais l'e-shop, c'est 65% du chiffre d'affaires. Si on fait une braderie, c'est même, il fait x10, x15 sur les ventes par référence. Donc, en fait, que le stock soit bien préservé à l'entrepôt, pour l'e-shop, c'est une problématique business extrêmement importante. Et donc, voilà, c'est cette obsession du stock juste. Et du coup, j'ai un outil que j'ai mis en place qui est très important aujourd'hui, qui remplace les Excel et donc les heures et les heures et les heures de réassort.
Bon, voilà, nous, on l'a développé avec une petite boîte qui s'appelle Fentech. Et ce qui est génial, c'est que ça fait tous les calculs qu'on faisait avant. Ça protège les stocks de l'e-shop. Ça prévoit aussi les retours en stock stratégiques. Et surtout, je peux lui dire, ben voilà, ce body fleury, il va être en newsletter la semaine prochaine. Donc, il faut qu'il soit bien... il faut que les clientes, quand elles viennent en boutique avec leur iPhone et qu'elles disent « j'ai vu ce produit sur Instagram », il faut qu'elles soient bien stockées sur ce produit. Et ça, c'est une clé business pour moi. Et toi, pour la carte cadeau, tu l'as lancé des cartes cadeaux que tu vends. Ouais, j'ai des cartes cadeaux. Mais tu l'as lancé dans online, à consommer aussi sur la oui, sur les boutiques. Tout se fait Enfin, tu peux acheter en ligne et l'utiliser en boutique, ou tu peux l'acheter en boutique et l'utiliser en ligne, ou tout simplement l'acheter en boutique et l'utiliser en boutique et vice versa. Et mais voilà, moi, je t'ai répondu un peu plus large sur le POS, mais c'est un des super gros joli le body fleury. Merci. Donc, en fait, Déjà en rupture. Emilien sur POS, tu avais ouais, bah, avantage, inconvénient ou plutôt mise en garde. ouais, alors point of sale, bon, déjà faut le dire, le point of sale Shopify, c'est, enfin, pour la première boutique et autres, c'est assez incroyable. En 15 minutes, on a ouvert une boutique. Si on compte pas le branchement ERP, qui est un autre délire, mais 15 minutes, on a ouvert une boutique, on crée une location, les produits ils se push, on dit vas-y, je veux ça dans la boutique, boum, c'est parti. Ça, c'est quand même hyper confort. Nous, on l'utilise depuis. Au début, on avait une petite solution locale dont le nom m'échappe là tout de suite, et après, on est passé sur Shopify dès que c'est devenu compliant. Donc hyper bien pour ouvrir une boutique. L'UX, bon, ça reste de l'UX Shopify, c'est assez bien fait, ça se comprend, les vendeurs s'y retrouvent, etc. Donc pour lancer un premier pop-up, aujourd'hui on est encore dessus, donc lancer sa boutique c'est bien. Comme le dit Clara, quand on arrive sur des gestions de stock qui deviennent un peu plus compliquées, où est-ce qu'on doit avoir une image pure, faire des retours échanges dans les boutiques, réaffecter les chiffres, etc. Là ça commence à devenir un peu compliqué, donc nous on a été obligé de redévelopper des briques supplémentaires interfacées avec le RP pour faire les réceptions de stock en boutique, les inventaires, Moi aussi. ouais, qui aujourd'hui sont pas gérés dans Shopify. Enfin, ils ont une app qui est pas incroyable. Et du coup, ça fait des développements en plus qu'il faut réinterfacer, qu'il faut maintenir, etc. Ça, c'est un peu un des pain points, surtout sur le retail, c'est du stock. C'est la donnée numéro 1 et on a les mêmes problématiques que Clara, où est-ce qu'on fait tourner des énormes routines tous les jours, savoir qu'est-ce qu'on doit réassortir en stock. Là, en ce moment, on est passé à 3 réassorts semaine en boutique. Donc, tous les 2 jours, il y a une commande de réassort qui part vers les boutiques. Et du coup, sur cette partie stock, c'est un peu limité. L'unicité de la donnée client, par contre, c'est assez incroyable. Alors, effectivement, sur les feeds, il y a un truc qui peut être amélioré. Mais n'importe qui arrive, se connecte, boum, on voit ce qu'il a acheté, on peut faire ses retours, on peut récupérer sa commande. Ça, c'est assez. Enfin, quand on voit la complexité, j'imagine, pour des grosses boîtes qui avant avaient du SAP, des trucs à connecter dans tous les sens, récupérer les cartes cadeaux et tout, là, en fait, vous avez déjà tout, vous avez déjà accès. Donc, en fait, c'est vraiment assez fou pour ça. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Les produits, enfin, il y a déjà les photos et tout, c'est hyper pratique. Un des trucs qui. Enfin, maintenant qu'on a professionnalisé le retail, on a des équipes qui viennent de plus grosses boîtes, genre du Bompard, du Etam, des choses comme ça. Et ils ont certains réflexes sur leur point of sale qu'ils ont un peu de mal à retrouver sur Shopify. Donc que ce soit dans du reporting, que ce soit dans retour échange, on en a parlé, des trucs de click and collect assez bien fait. Donc on va dire que c'est parfait si vous avez une boutique, vous voyez le stock, vous pouvez le compter à la main et c'est facile. Dès qu'on commence à scaler, ça commence à être un peu limité, on est obligé de rajouter des couches pour pouvoir compenser. Et là, j'atteins un peu la limite du UX pour les vendeurs sur les trucs un peu plus complexes, que ce soit de la carte feed, des choses comme ça. Donc on redéveloppe des briques. Après, je vois des choses en roadmap, mais je ne sais pas si ça va vraiment répondre aux besoins. Voilà. Donc, c'est toujours... Je vais juste dire, il faut savoir que Shopify POS, officiellement, n'a pas été lancé en France par Shopify. Donc, du coup, vous êtes formidable ce soir parce que c'est aussi un très bon épisode pour Shopify à regarder. Aujourd'hui, Shopify POS, ça existe en France, vous en êtes le témoignage, mais ça n'a pas été complètement lancé par Shopify. C'est-à-dire que quand Shopify lance POS dans un marché, il y a un hardware store, il y a du matériel physique Shopify qui sert à utiliser derrière aussi en boutique. Il y a des fonctionnalités qui arrivent aussi avec Shopify POS Pro, etc. Donc, c'est là, c'est tout prêt. Donc, pour un petit peu contrebalancer l'expérience, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la V1. On est en mode un peu pilote de Shopify POS avant le full launch de Shopify POS en France. Oui, non, je suis d'accord avec Emilien. Il faut avoir des use cases assez, pas simples, mais il ne faut pas être très, très ambitieux.
mais ça répond aux besoins. Nous, on a lancé des pop stores, on a des boutiques qui sont équipées, une douzaine d'ailleurs. Et c'est vrai que nous, l'avantage, c'est qu'on a capitalisé sur toutes nos interfaces d'Helicom. Finalement, c'est l'avantage. Donc, finalement, de clics. Voilà. Un tag de la commande est identifié, POS, c'est fait. Après, voilà. Effectivement, il y a des manques, toutes les possibilités qu'on fait des cartes cadeaux, qu'on les gère aussi, la customisation des étiquettes de nos champagnes, c'est des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui déployer sur POS, pour le channel POS, quand on l'a fait sur l'e-com. Dommage. Et aussi les critères de PSP. Bon, nous, on a des PNL, des reconnaissances des PNL un peu distantes en fonction de la boutique, etc. Bon, des choses qu'effectivement on attend. Et pour être transparent, je ne savais même pas qu'officiellement, ça n'était pas lancé. Ça, j'ai appris ça grâce à Christophe la semaine dernière. Il dit non, ce n'est pas possible parce que, par contre, on parlait d'intégrateurs, des équipes, etc. POS a été implémenté avec un gars de mon équipe, en interne, tout seul, qui l'a fait. Pour vous dire la simplicité. Aussi, effectivement, capitalisons sur toutes les interfaces qui existaient avec SAP, etc. Mais c'est un outil qui reste hyper intéressant. On vous lançait, je disais, le festival. On a été bloqué. 3 iPhones, 3 iPads. On avait des TPE Lambda. Voilà, tu as monté 10 POS en 2 minutes. Avec un truc tout bête, effectivement, mais la plupart, les deux acteurs historiques en France, c'est CJ de Fasma, grosso modo. Et ils te demandent de payer des matos à 5000 balles d'entrée. Exactement. Nous, on a. Alors que là, un iPad refurbished. Une implémentation, je ne te raconte même pas. Implémenter ça pour notre boutique. Et après, finalement, c'est de chiffre d'affaires. J'ai mis 10 POS en plus. J'ai mes clients qui n'attendent pas et qui consomment plus. Finalement, j'ai plus envie, je pars. Non, continue à consommer. Il y avait aussi une agilité de créer plein de produits. On a vendu des cuissons SP, des cocktails, des drums, plein de trucs. Donc, dans cette facilité, récupérer ton catalogue produit, des l'e-com aussi, et gérer les stocks aussi facilement. Moi, c'est vrai que j'ai eu des pics de vente en boutique et en fait, effectivement, d'avoir plusieurs iPads, on avait des clientes qui venaient pour le click and collect, on les faisait pas attendre. On avait celles qui venaient d'essayer. Et il y avait une grande queue à la caisse, donc on leur disait, voilà, on a une autre caisse. C'est un super avantage. C'est quand même très moderne. Cool. Le temps file. On se réserve une petite séance de questions-réponses si c'est OK pour vous. Je vois que l'apérodinatoire a été servi. Donc, mais avant ça, peut-être un immense merci à vous quatre et à vous trois qui vous êtes prêtés à l'exercice. Avec plaisir. C'était super. Émilien m'a dit il y a 10 jours, je veux bien venir, mais je dirai la vérité. Et je crois que la vérité est bonne à entendre, donc c'est plutôt cool. Quel est mon compte chez Shopify? Est-ce que vous avez Il a été plus light qu'on a eu. Est-ce que vous avez des questions? Ah. On a parlé théorique acquisition, transformation, projection des stocks, etc. Sur la partie fidélisation, en particulier sur les business e-commerce, c'est vrai que l'achat RTP, Je crois que tu es la plus avancée sur le sujet. Nous, c'est en étude, mais je pourrais en parler. Moi, pour être honnête, j'ai toujours eu une fidélisation assez naturelle. Les clientes revenaient. Alors, au tout début d'Isée, vraiment, quand j'étais toute seule, je me faisais mes bases de données, je me faisais mes segments. J'avais, par exemple, analysé très simplement qu'à partir du moment où une cliente faisait 3-4 achats, donc qu'elle était fidèle, j'avais remarqué 2 comportements d'achat très distincts. La fan absolue d'Isée qui achetait dans les 10 premiers jours après un lancement et qui vraiment n'achetait jamais sur les soldes, n'était pas du tout intéressée par les coupons, etc. Et puis après, j'avais celle, effectivement, qui était extrêmement drivée par s'il y avait un petit coupon, une petite promotion. Et puis, il y avait l'hybride. Et donc, j'ai toujours fait attention à ces profils-là. Déjà, je dirais que moi, j'ai une stratégie de la fidélité vraiment par la désirabilité. J'essaie de ne pas avoir de décision court-termiste, c'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle à des personnes du CRM, ils vont nous dire « Ah bah tu pourrais augmenter ce segment-là si tu proposais 20 €. Oui, mais en fait, j'habitue la cliente à ce que mon produit coûte 20 € moins cher. Et dans le long terme, en fait, c'est justement pas stratégique. Donc en fait, j'ai toujours travaillé mes segments avec une vraie notion qualitative et j'ai toujours essayé de faire grandir la part des clientes fans d'Isée qui achètent naturellement.
Et du coup, pour parler de fidélité, il y a 2 ans, je me suis vraiment rendu compte au fond que je connaissais plus trop ma cliente parce que je gérais plus le e-commerce, je faisais plus mes bases de données et j'avais pas vraiment d'équipe là-dessus. Donc en fait, je me suis lancée vraiment, et c'est pour ça que là, c'est un peu un aboutissement d'avoir la cliente data platform il y a 2 jours, mais je me suis vraiment donné l'enjeu de connaître ma cliente, de commencer par ça. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, effectivement, c'est que, par exemple, il y a 1 an, mon enjeu, c'était de faire passer mes clientes du premier achat au second achat. Et en fait, du coup, je l'ai travaillé avec, et je ne l'ai pas toute seule, mais avec toute une stratégie de marque, de clarification de l'offre. Enfin, du coup, je ne donne pas des astuces un peu grosses, mais par exemple, ce que je fais, c'est que... c'est ça qu'on a fait depuis le début d'année. Au lieu d'avoir des lancements où les clients ne savent pas trop comment ça arrive, en fait, on a créé un calendrier, on appelle ça des rendez-vous. Et en fait, par exemple, en janvier, on a la ligne privée, donc c'est la lingerie sexydisée. En mars, on va avoir la garde-robe, donc c'est tout ce prêt-à-porter qu'on est en train de plus en plus développer. Et c'est toujours accessible sur le site tout le temps ? C'est toujours, mais à partir d'une certaine date. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est ces rendez-vous, du coup, on peut s'inscrire à la newsletter, on a des petits avantages. Et ça m'a permis aussi de redynamiser l'opt-in, parce qu'il est qualitatif, en fait. C'est-à-dire que je te dis, le grand bain, par exemple, c'est le rendez-vous le plus attendu par nos clientes. C'est toujours entre le 18 et le 22 mars. C'est le grand moment dans l'entreprise. Enfin, voilà. Et donc, le grand bain, nous, on a toute une phase de teasing. On dit, ça arrive, inscrivez-vous. Et potentiellement, vous serez inscrite à l'avant-première. Ou alors, vous aurez une commande sur 20 offerte. Enfin, voilà, je crée beaucoup de petits mécanismes comme ça. Et donc, en fait, je redore le fait de créer un lien aussi avec le canal newsletter. Et donc, moi, aujourd'hui, mon enjeu, pour être tout à fait transparente, cette année, j'ai réussi à vraiment croître en acquisition. Sur les clientes que j'ai acquis au premier semestre, j'en ai 30% qui ont déjà repassé une commande. Mais je pense que c'est la marque et c'est les collections. Parce que vraiment, j'ai des braderies qui sont sur des collections d'il y a 1 an et j'essaie qu'elles soient le plus petites possible. Enfin, j'essaie de faire durer mes produits le plus longtemps possible à prix fort. Et après, j'ai juste des petites cartes cadeaux que j'envoie à mes clientes les plus fidèles. Mais c'est pour les remercier. Et je les envoie qu'aux clientes qui réachètent sans promo après. Et du coup, là-dessus, pour finir, je dirais que mon enjeu, il est plutôt de faire grandir ma part de clientes plus fidèles. Et du coup, il faut que vraiment j'aille creuser, de comprendre comment ça. Mais mes clientes plus fidèles, en tout cas cette année, achètent un peu plus. Mais pour moi, le panier n'a rien à voir, les paniers moyens des clients fidèles. Oui. Mais c'est-à-dire que cette année, j'ai réussi à ce qu'elles achètent plus souvent. Ouais. Mais voilà, j'ai plutôt travaillé, je dirais, la notoriété de la marque, le premier achat, le deuxième achat. Et je sens que justement, mes fidèles, il faut que je m'y intéresse. Et là-dessus, j'ai aussi une réflexion qui a évolué, c'est-à-dire que je voulais créer un programme de fidélité un peu ouvert à tous, très visible, etc. Et je me rends compte en fait qu'il faut que je fasse quelque chose d'extrêmement confidentiel, presque avec une dimension de papier, de quelque chose qu'on envoie, et avec des petits rendez-vous justement cachés. Et en fait, je dirais que moi, mon secret sur la fidélité, c'est la créativité, c'est de ne pas benchmarker, se dire qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on m'offre si j'étais une cliente fidèle de cette marque. Et je le travaille vraiment comme ça. Et comment vous les qualifiez là, les clients fidèles? Comment tu le qualifies? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis finalement que c'est vraiment, j'ai devant moi un client fidèle pour Easy? Une cliente fidèle, honnêtement, c'est une cliente qui achète à peu près tous les 2 mois, à peu près quand il y a un lancement fort. Voilà. D'accord. Merci. Tu veux que je reprenne en très rapide? Oui, rapidement. en 3 mots, grosso modo, nous, pour le coup, je suis assez d'accord avec Clara sur le fait qu'il faut voir long terme et plus penser à comment je vais attirer du client et rendre la marque sexy. On est en train de regarder le système de fidélité. Je vous l'ai déjà dit, je suis très data-driven et je n'ai pas encore vraiment trouvé l'étude qui me prouve que ça crée de l'incrémentalité. Donc en l'état, est-ce qu'on est une marque, nous, à gros repeat? On fait du repeat sur de la pochette, etc. Mais on n'est pas une marque qui fait 8 de repeat par an. On est en train de se poser la question. Les 2 outils sur Shopify, c'est Loyalty Lion, Yotpo. C'est les 2 qui sont intégrés à tout. Voilà, après, chacun se fait son avis, mais je n'ai pas encore trouvé l'incrémentalité. Posez-vous la question de est-ce que votre marque est une marque qui est faite pour le repeat en fait. Et aussi, moi je trouve que c'est incohérent parfois. Enfin moi, un soutien-gorge par exemple, honnêtement, et l'ensemble, mettons, il est à 80-85 €. Les gens vont pas s'acheter un ensemble de lingerie tous les mois, quoi. Donc il faut pas que moi je me donne cet objectif. Et plutôt, c'est que elles s'habituent à ce qu'ils soient une des marques préférées pour faire leur vestiaire lingerie, bain et prêt-à-porter, mais dans une cohérence de niveau de dépense aussi, quoi. Merci. Si on parle de question rapide, si on parle du futur, quelle est la priorité absolue de 2024, c'est-à-dire en proposition de valeur pour la
Key feature. On bosse, voilà, après je vais utiliser des keywords un peu bullshit en ce moment, mais on bosse beaucoup sur les AI et les customisation du contenu en ligne. Non, mais enfin, c'est des choses qu'on explore forcément. On voudrait avoir des chatbots personnalisés pour accompagner le client. Pour l'instant, toutes les solutions que j'ai vues m'ont pas convaincu. Là, ça commence à vraiment pousser, donc c'est un truc qu'on va regarder. Et tout ce qui est personnalisation client, là, je vous dis, on est potentiellement en train d'entamer une refonte. On va aussi essayer de le mettre au plus au centre. Mais bon, c'est un peu comme tous ces trucs. Il y a fait des keywords e-commerce, il y a toujours 10 000 trucs bullshit qui sortent. L'incrémentalité vs le temps d'implémentation vs le temps que vous passeriez à développer votre business autre part. Je me pose toujours un peu la question. Donc, nous, c'est internationalisation, localisation. Après, améliorer l'expérience client toujours, parce que c'est la raison d'être de la marque. Et puis voilà. Pasquale, ton P1 sur 2024, ta première priorité? Nous, on va dire que ça va être un peu simple. E-com. On doit travailler l'activation et les trafics. Et continuer à être des marques désirables, à savoir faire passer les messages, éduquer nos clients. Et ça passe par du contenu dans votre avis, mais du vrai contenu. Et ça demande du temps en interne, mais éducation, contenu. Et finalement, c'est l'expérience. On va aller vers comment déguster nos produits, en fait. Et c'est pas un produit que... Ouais. On travaille aussi la partie cocktail qui est très intéressante et qui vit un boom extraordinaire. Donc, du coup, on va aller sur que les groupes soient ou que certaines marques de la valeur ajoutée, vous montrer comment il faut préparer un cocktail à la maison. Et on ne va pas vendre, on va dire, hein, mais indirectement, ça va mener à donc, du coup, contenu, éducation et de la valeur ajoutée sur la partie cocktail et contenu. Et moi, si je devais en choisir un, c'est vraiment prendre un virage international. Aujourd'hui, on va dire sur à peu près 10 millions de chiffre d'affaires digital, je vais faire à peu près 25% à l'international assez naturellement. L'international francophone ou... Non, parce que moi, mon premier pays, c'est la Belgique, mais mon deuxième, c'est le UK et mon troisième, c'est les US. Donc voilà, j'ai vraiment 3 pays principaux et j'en travaille d'autres. Et donc là-dessus, j'ai plusieurs axes. C'est que ce qu'on souhaite faire, c'est ouvrir une boutique à Bruxelles et une boutique à Londres. Bientôt une collaboration là. Voilà, donc ouvrir ces boutiques. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'on travaille l'activité commerciale vraiment localement, déjà en France avec nos boutiques. Et donc là, c'est de faire ça sur l'international, donc sur ces 2 villes, Bruxelles et Londres. Londres, c'est notre 2e ville en chiffre d'affaires, en fait. Et donc voilà, moi j'appelle ça la task force internationale. Donc c'est défi du digital, défi de la marque, c'est très important pour la notoriété. Et vraiment de se focaliser sur ces 2 villes clés déjà pour les faire grandir avant l'arrivée concrète. Bruxelles, ça devrait être avril et Londres, j'espère, septembre, si on y arrive, parce qu'il y a aussi cette réalité de l'opportunité et cette réalité de l'opérationnel. Et du coup, c'est aussi d'anticiper mes prochaines années parce que j'aimerais ouvrir dans d'autres villes, par exemple, je ne sais pas, Amsterdam, Genève, New York, et donc de travailler même ces villes-là qui sont plus petites aujourd'hui, mais en croissance digitale. Et donc l'enjeu, c'est là, voilà, je disais 25, en fait c'est 23%, mais c'est en 3-4 ans, passer de 23% du digital inter à 30-35%, tout en continuant à avoir une croissance sur la France, sachant que la réalité, c'est que le marché de la lingerie, je pense qu'il se rétracte. Et du coup, nous, l'enjeu, c'est de prendre aussi des places de marché dans un monde où les gens vont moins consommer, parce que voilà, je pense qu'on a une raison d'être et de grandir. On essaie de faire au mieux aussi d'un point de vue, je dirais, manière de concevoir nos produits. Et donc voilà, conserver une croissance sur la France et vraiment accélérer très sérieusement sur l'inter. Merci Clara. Peut-être une... C'est fini. Bon, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une autre question et pour la vidéo. Il n'y a plus de micro, désolé. Moi, j'ai une question du coup sur quand on est une marque et qu'on a une grosse image de marque, qu'on passe beaucoup de temps à créer du contenu, qu'on dépense aussi beaucoup d'argent pour créer ce contenu. Est-ce que vous pensez justement à réutiliser un jour ce contenu sur des espaces propriétaires, comme des sites internet, des applications, des SMS, des mails et des newsletters,
pour essayer de capitaliser justement sur le contenu en fait dont vous disposez, Instagram, TikTok, etc. Et justement de le réutiliser sur vos sites e-com, sur vos SMS, vos mails, vos SMS et vos newsletters par exemple. Juste pour être sûr d'avoir compris, tu demandes en gros si quand on shoot, on utilise sur tous les canaux? Non, non, du tout. Si justement aujourd'hui, vous êtes dans une trend justement d'essayer de réutiliser en fait du contenu que vous produisez pour vos réseaux sociaux, mais de le plug justement sur vos espaces où vous convertissez potentiellement en fait, donc sur vos sites e-com, dans vos SMS, dans vos mails, dans vos newsletters. Oui, alors newsletter, on fait beaucoup de vidéos nous sur les réseaux sociaux parce que c'est un des formats les plus performants sur Meta, TikTok, etc. Donc assez compliqué à plugger dans les newsletters ou alors ça va être du GIF et ça, au niveau des livrabilités, est toujours un peu compliqué. Mais pour répondre à ta question, oui, quand on fait un shoot, on essaye toujours de faire un multicanal, mais ça, je pense que tout le monde le fait. Utiliser des contenus réseaux sociaux, en fait, on les fait tourner tellement vite. Enfin, en ce moment, on crache 50 contenus semaine, donc ça tourne beaucoup. Donc on en plug certains sur le e-commerce, mais sur le e-commerce, on essaye plus d'avoir une image un peu plus brand. Donc c'est des vidéos qui sortent de shoot, c'est des vidéos produits techniques, etc. Mais donc oui, on essaie. En final, ouais, en fait non. Non, parce que, si tu veux, je prends des vidéos réseaux sociaux type que je vais mettre sur mon organique, donc sur l'Instagram organique, choses comme ça, où je vais faire des belles vidéos brand, je vais les réutiliser sur mon site, etc. Par contre, tout ce que je vais faire en ads pur sur du Facebook, du Meta, du TikTok, j'utilise assez peu. On est en train d'évaluer l'UGC, donc en gros des vidéos qui viennent des users à mettre sur les fiches produits, et on les utilise en ads. Donc ça serait peut-être le prolongement le plus évident que je verrais. Mais aujourd'hui, non, ce que me font des micro-influenceurs TikTok, je ne les mets pas encore sur le site. Non. Okay, et merci. moi, c'est vrai que je crée des contenus. C'est très 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 important la production d'images et de vidéos. Chaque lancement, en fait, de la collection qui est pensée 1 an et demi avant, il y a un mood, après il y a la collection, et après effectivement il y a un shooting avec des vidéos. Quand on crée ce contenu, l'idée c'est qu'il soit adapté effectivement pour l'e-shop. Donc par exemple, c'est bête, mais on pense à faire des photos horizontales pour par exemple la home, quand on fait vraiment une home très immersive, ou par exemple les vidéos, il faut qu'elles soient en horizontal pour que ça soit très immersif sur un desktop, mais il faut aussi qu'elle soit verticale pour les réseaux sociaux. Et nous, c'est vrai qu'on est, en fait, c'est ça notre vocabulaire, on dit qu'on aligne les planètes. Donc en fait, on est vraiment, on crée un contenu qui doit se diffuser de manière extrêmement qualitative, autant sur l'e-shop que sur les réseaux sociaux, que sur la newsletter. SMS, j'ai pas la solution, mais voilà, partout, et en ads. Et moi, je suis très, très, très aussi, je parlais des stocks, mais je suis très pointilleuse sur les ads, la qualité du contenu. Par exemple, je sais pas, mais l'A/B testing en ads, au fond, moi, ça n'a jamais rien donné de mettre des contenus différents volontairement. Non, mais je fais des trucs algorithmiques. Mais Story non, mais, of my life. non, mais en fait, moi, ce qui marche en tout cas, et je pense que je suis très rentable en dépenses digitales, je mets ce que j'ai de plus beau en fait et de disponible en stock. J'ai pas d'autres situations que ça. Et après il y a des contenus concrets effectivement pour les réseaux sociaux, typiquement des vidéos, des reels. C'est honnêtement moins quali et donc effectivement ça va moins voyager dans nos autres canaux. Et c'est plus pour animer. Et moi, malheureusement, ça va être un peu ambigu, mais c'est oui et non en fonction de la marque, du pays et l'attaque. Il y a des équipes derrière. Donc, du coup, il y a des marques qui, effectivement, c'est des, on va dire, digital natifs. Et donc, du coup, ils ont bien un mindset de le canal e-com, c'est la vitrine, une des vitrines principales. Hein, et donc, du coup, oui. Et d'autres qui ont des équipes séparées et qui ne viennent pas à l'esprit. Les sizing des images, c'est drôle, mais c'est pas arrivé de tout refaire parce que personne a eu en tête. Ouais. Oui, en plus, pays l'OAV en France, alors là, nous, la communication sur l'alcool va même pas la peine d'y aller. Hein. Et après, est-ce que c'est en direct, c'est en distribution, etc. Ça dépend. J'avais une question. Alors, on n'est pas là pour dire du mal de Shopify, mais si vous deviez relever un point négatif sur la plateforme. Oh là là, on peut y aller. Hein. Non, mais aussi. Hein. On a besoin du chèque, là. J'attends les crédits. Beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils qui ont des axes d'amélioration, des points forts, des points faibles. Ça faisait partie du brief. Hein, mais complètement. Et de toute façon, je pense que il n'y a pas de tabou. Ceux qui sont sur Shopify depuis plusieurs années savent aussi que Shopify est en constante amélioration. Il y a un constant feedback du marché. Donc, c'est complètement OK si
si vous voulez remonter des Ce qui points. n'empêche pas de répondre à la question, du coup. J'ai envie de dire qu'effectivement, on en parle et avec eux directement et avec devant eux. C'est un problème. C'est ça qui est sympa aussi des événements et de l'écosystème Shopify. T'es en liberté à parler de tout n'importe quoi, si tu te dis, mais de tout, négatif et positif. Et si on doit citer quelque chose pour être précis négatif, c'est un peu. Bon, j'aurais deux sujets, allez, pas plus. Non, mais c'est un peu aussi la manque de visibilité en termes des dates sur la roadmap produit. C'est très compliqué parce que voilà, nous, on doit construire quand même des budgets, en roadmap avec les marques, les pays. C'est très compliqué de me dire Q1, Q2, Q3, semestre, l'année prochaine, ça veut dire quoi l'année prochaine? Ça, c'est un point qui reste c'est amélioré, mais à améliorer. Et après aussi, en ce qui peut-être concerne les groupes, c'est Shopify Enterprise, de bien comprendre les enjeux d'un groupe comme les nôtres. On n'est pas en PME. Des choses qui avancent, mais beaucoup de choses encore à mettre en place. Ouais, je vais faire la technique du shit sandwich, du bon, du moins bon et du bon. Donc, à la base, faut dire que moi, je suis un grand fan de Shopify, malgré ce que j'ai pu dire, etc. On y est depuis 7 ans. J'y passe un temps incroyable. Tous les week-ends, je suis connecté 8 fois pour vérifier mon chiffre, les commandes, etc. Donc bon, l'UX est bonne, ça fonctionne bien, ça se connecte facilement. C'est surtout pour ça qu'on l'a pris à la base. Ça nous a permis en partie d'arriver jusque là où on est. Donc je suis reconnaissant pour ça. Malgré tout, je suis assez chiant et la boîte grandissant, tout ce qui se met obstacle en travers de la croissance m'énerve et me frustre. Moi, les principaux points, la roadmap est peut-être le principal. Même financièrement, ça m'a déjà coûté 40 000 € de défaire parce que le truc était changé, apparu du jour au lendemain. J'ai le point of sale, les stocks, on en a parlé. Le reporting, c'est très bien fait dans Shopify, mais dès que vous voulez sortir la donnée, c'est pas forcément hyper à jour. Donc là, on est en train d'évaluer le data warehouse, etc. Il y a des connecteurs qui sont faits avec BigQuery. On est en train d'évaluer, mais ça peut être ça. Donc, besoin de plus de roadmap. Et en fait, là, je pense qu'il y a besoin pour répondre à des besoins enterprise, de débloquer certaines features assez vite et de donner de la visibilité. Vu que un investissement refonte, une fois qu'on fait des niveaux de chiffres assez élevés, c'est vite un an. Donc si on n'a pas de visibilité sur un an, on se retrouve vite bloqué. Donc voilà. Donc, je le recommande à quiconque lancerait un business aujourd'hui, mais j'en attends encore beaucoup pour la suite, forcément. Et moi, je dirais, je l'ai évoqué aussi, mais c'est ce point notamment des stocks où je suis vraiment en train de me rendre compte que les solutions OMS, c'est trop de douleur pour de la valeur dont je suis pas sûre et trop de coûts. Et c'est vrai que je trouve que Shopify a peut-être une responsabilité à avoir une vraie proposition là-dessus, dans la mesure où les business deviennent de plus en plus omnicanaux et je pense que les boîtes ont des problématiques assez simples en réalité de gestion de stock, et donc c'est comment déjà nativement on peut améliorer ces choses-là. Et l'autre point, effectivement, c'est sur la partie client, et toujours ce sujet d'omnicanalité, mais effectivement améliorer l'expérience côté back pour les équipes de vente. Ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est extrêmement clé, voilà, pour le business stock et client, quoi. C'est entendu, et ce sont des sujets que Shopify, qui sont tous identifiés, qui sont tous remontés. Il n'y a rien que vous avez dit où je me dis ça on l'avait pas vu venir, donc je suis plutôt rassurée. Oui, effectivement, ça fait partie des investissements et de la roadmap de Shopify qui n'est pas communiquée de manière publique. Je le concède. Voilà. Et après, je trouve que c'est très appréciable du coup d'avoir une relation privilégiée et du coup d'avoir ce côté un peu bêta-testeur. Et j'ai l'impression qu'on a 3 profils de gros bêta-testeurs aussi sur les sujets de roadmap. Et je pense que, si j'avais une demande, c'est de continuer à avoir ce rôle de bêta-testeur parce que je pense qu'on complètement. réfléchit. Access est important pour nous. Et ouais, un petit truc, ils relisent toujours plus tard en France. Et ça, c'est très chiant. C'est vrai. Je vous propose de passer à l'apéro. Je vous remercie infiniment la conversation. Merci beaucoup. On peut continuer autour d'un verre. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à Shopify, merci à Orso Media, le label du panier pour l'organisation. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que prévu, mais c'était un peu plus passionnant que prévu aussi. Dites-moi tout à l'heure, dites-moi sur LinkedIn, dites-nous qu'est-ce qu'on améliore pour le prochain.
qui on pourrait avoir autour de la table, quel sujet on pourrait aborder. Et à tout de suite. Merci. Ciao. Merci. Merci.